Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 6 juillet 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de stock à jaser aujourd'hui, puis ça va être bien le fun. Mais juste avant, bien sûr, comme à l'habitude, le trio tel qu'on le connaît, Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, au micro. Félix, avant qu'on se lance dans quoi que ce soit, que fais-tu en ce moment? En ce moment, écoute, avant qu'on enregistre, pour ceux qui n'ont pas le contexte, on jasait un petit peu du planning de l'émission et on se demandait si on avait un petit bloc football aujourd'hui. Et on parlait de la sortie de college football cette semaine. Et les boys m'ont dit qu'on ne pouvait pas parler de ce jeu-là si j'achetais pas le jeu. Donc, pour le moment, j'ai résisté. Mais ça se pourrait que je craque avant la fin de l'épisode. Mais juste, c'est pas impossible que je craque avant la fin de l'épisode. Si ça arrive, blâmez les deux gars avec moi dans le show parce que c'est complètement de leur faute si ça arrive. C'est absolument de leur faute. Le pair pressuring, c'est ma spécialité. Fait que j'ai bien vu. Félix Forget, tu peux être assuré que c'est pas moi qui va te faire de la pression. J'ai pas renouvelé de jeu de sport depuis comme 2018 ou genre 2019. J'ai joué NHL de 14 à 17 inclusivement. J'en ai jamais racheté un depuis. NBA, j'ai fait 16 pendant 2 ans vu qu'il était gratuit. Ah, c'était tellement cool le 16 en plus, man. Ben oui. J'ai fait 18-19 puis en ce moment, je joue à 24. C'est bon step quand même. Hein? C'est pas moi qui va te faire de pression sur ton jeu acheté. Puis là, ben, le reste, oublie ça. Là. Je veux dire, tout ce qui est The Show, Madden, j'ai pas joué à Madden depuis 18 ans. FIFA non plus. Ah non, FIFA, ça, j'en ai pas acheté un de ma vie. Moi, je me souviens que quand j'étais kid, le dernier NHL que j'avais joué, je pense, sur PS2, c'était NHL 2005, avec Marcus Naslund sur le cover. Puis j'ai comme fait un jump jusqu'à genre 2014. Là. J'ai comme eu quasiment un gap de 10 ans. Là. Moi, ça part avec NHL 2012, je pense. Avec Steven Stamkos dessus. Ça, c'est le 13 avec Giroud, nice. Je pense. Puis il me semble que c'est là que... Puis avec le 14, Martin Brodeur, le summum du gaming. C'était parfait, le 14. Il était si cool. Mais aussi, d'ailleurs, parlant de petits segments jeux vidéo, là, cette semaine, les boys, on a une grande première dans l'histoire de la triple menace. On a été les trois réunis sur un même jeu. Le temps de deux soirées. On a eu des petites sessions Rocket League, les trois ensemble. D'ailleurs, on a dépoussiéré ce jeu-là quand même. C'était quand même cool. J'ai hâte qu'on fasse Rocket League sur sa Switch. Ça, c'est borderline criminel, ça. Là. Hey, man, j'ai hâte aux sessions un jour où est-ce qu'on va amener Ludstar qui vient jouer avec nous. Man, ça va être si cool. J'ai déjà hâte. Ok, les gars, j'ai pas le choix de jouer sur ma Switch. Pour rappeler quand même, je suis à 4 heures de mon domicile fixe. Je suis dans Charlevoix avec un laptop qui est excellent pour travailler. Pour gamer, ça peut runner League of Legends, puis comme des vieux jeux genre Star Wars Knight of the Old Republic. Mais comme, sinon, j'ai ma Switch. Sur à peu près le nombre de FPS qui se compte sur mes deux mains. Ah, c'est pas fameux, mais ça me donne des excuses excellentes. Hey les gars, anyways, trêve de bavardage, là, je veux dire. Faites-moi pas chier avec mon setup pour gamer pendant l'été. Là. On a bien des choses. Félix a un char Sonic dans Rocket League aussi. C'est vrai. Il savait pas plus que ça. Anyways, les gars, les gars, c'est pas la seule bonne nouvelle qu'on a cette semaine dans le sport, mais pour une rare fois, quand c'est pas le début de la saison ou la série mondiale, on va commencer avec du baseball parce que, à moins que vous étiez en dessous d'une roche ou vous étiez dans le coma pendant les 2 dernières semaines, vous avez manqué ce qui est la meilleure équipe. Et là, je pèse pas mes mots, là, je dis la meilleure équipe au baseball majeur. Au grand plaisir de Félix Forget, d'ailleurs, les Blue Jays de Toronto.
De toute façon, Félix il aime pas ça, le baseball. Non. Moi, j'ai arrêté d'aimer le baseball cette semaine. Jeudi soir, j'ai arrêté ça. T'es rendu un fan de la WNBA, je pense, ça se peut-tu? Oui, t'es à temps plein maintenant. J'ai plus d'intérêt pour le baseball, c'est terminé. Ça a été une belle run. On a eu quand même une belle quinzaine d'années de beaux moments, le baseball et moi, mais là, c'est fini. Cette semaine-là. La série de 4 matchs Blue Jays-Yankees, ça a testé ma patience à un niveau que j'avais jamais vu avant. Là. C'était quelque chose. Puis à chaque match, c'était la défaite la plus démoralisante que tu peux possiblement t'imaginer. Les Yankees qui ont fini avec, je crois que ils ont finalement gagné aujourd'hui après, je pense que c'est 6 défaites consécutives contre les Mets en fin de semaine. Ça a été challengeant. Clark Schmidt, opération Tommy John en plus. Cette semaine-là aurait difficilement pu être payée pour les Yankees. Forcément, ça a bien été pour les Blue Jays parce qu'on a affronté les Yankees 4 fois et les Jays, on est rendu à 7 ou 8 victoires dessus, je pense. Ça n'arrête plus. Et 9 à leurs 10 dernières. Exact. Fait qu'on gagne et tout. Puis c'est les joueurs de cette équipe-là qui jouent tellement. Chaque fois, tu as quelqu'un qui step up. C'est George Springer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans ce céréal depuis 2 semaines. Mais man, le gars frappe au-dessus de 500 depuis 2 semaines. C'est assez surréel. Considérant qu'au début de l'année, on se demandait s'il allait faire l'équipe. On se demandait vraiment s'il allait faire l'équipe. Là, on est comme ce joueur-là est complètement fini. On ne voit plus de place pour George Springer. Peut-être comme joueur de banc. Puis finalement, a réussi à s'imposer, rester dans l'alignement. Puis aussi, une autre équipe dans la division qui a connu une semaine difficile, les Rays, l'autre équipe qui était dans cette lutte-là pour la semaine de la division. Semaine difficile, je pense que c'est une fiche de 1-5 cette semaine. J'ai pas vu le résultat d'aujourd'hui. Là. Je pense que c'était 1-5 avant le match d'aujourd'hui. Les Jays, juste 6-0, 7-0, même 8-0 maintenant. On était 3 matchs en retard du sommet de la division pour les Jays avant les matchs. Avant la semaine. En fait, il y a une semaine, on est à 3 matchs du sommet de la division. Et là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est 4 matchs d'avance. C'est assez surréel. 3 matchs d'avance, c'est parce que les Rays ont gagné aujourd'hui. C'est faire un switch comme ça de 6 matchs en une semaine, là, c'est assez surréel. Tu viens c'est de vraiment faire. incroyable. Bravo à cette équipe-là. Félix, on va faire aussi un calcul de mathématiques, OK? Peux-tu me dire, au 28 mai, il y a 1 mois et des poussières, les Yankees avaient combien de matchs sur la 2e place? Ça, c'est dans le temps où j'aimais encore le sport. Fait que ça, il y avait une dizaine de matchs d'avance. C'était 7,5. Ouais, ok, c'est ça. Il y a 1 mois, les Yankees sur la 2e place, là, pas juste sur la 4e ou la 5e, sur la 2e place, 7 matchs et demi d'avance. Ouais. Et comme une belle Rolex suisse, rendue à la Saint-Jean, cette équipe-là n'est plus capable de jouer au baseball pour sauver le vie. Absolument pas. Et aujourd'hui, tu regardes ça, tu pourrais littéralement aller au match des étoiles puis te dire, Chris, cette équipe-là pourrait même pas faire les playoffs. Mais l'affaire qui va quand même aider, si on prend l'exemple des Yankees, ce qui aide les Yankees beaucoup, c'est que la centrale américaine, contrairement à l'année passée, c'est les Tigers et c'est personne d'autre. Les 3 autres équipes, excluant les White Sox, je ne parle pas des White Sox parce qu'on savait qu'elle allait être dernier. Là. Les Twins, les Guardians et les Royals se sont effondrés. On n'est pas là du tout dans la course cette année. Donc, tu sais, les Rays, les Yankees, je sais confiant que les Rays, les Blue Jays et les Yankees vont tous faire les séries. Qui va gagner la division? Bonne question, mais je pense que ces 3 équipes-là vont quand même faire les séries. C'est juste assez surréel de voir comment les Yankees, même les Rays aussi, se sont effondrés récemment. Puis les Blue Jays qui ont capitalisé là-dessus. Avec les Jays, on se demandait toujours, est-ce que cette rotation-là, qui a 3 vrais partants, va être capable de tenir? Est-ce que les jeunes vont être capables de prendre l'ascendant au bâton qu'on a besoin d'eux? Addison Barger, qui est en train d'être une révélation cette année à Toronto. Quelle saison il connaît Addison Barger? Puis les vétérans aussi, on parlait de George Springer. Alejandro Kirk, qui a une saison incroyable aussi. Vladimir Guerrero n'a pas une incroyable saison. Le joueur, franchement... Veux-tu qu'on parle d'Anthony Santander aussi? Ouais, la grosse signature Anthony Santander n'a pas joué depuis... Ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas joué, puis il ne revient pas avant la fin du mois. Et même là, quand on en jasait... Il était pas bon quand il jouait. Comme il y a quelques semaines aussi, on disait quand ça commençait à aller relativement bien, c'était la même chose. Beau Bichette aussi. C'est des gars qu'on ne voit pas. Beau Bichette a parti un petit peu la machine. Son premier mois était vraiment tranquille, mais depuis le mois de mai, ça roule un petit peu plus. Vlad n'est pas mauvais non plus. Vlad, sans voir un match des étoiles, va être partant. C'est juste que tu regardes la colonne circuit frappé et tu es genre, yeah.
C'est ça. Puis Si tu regardes juste ça avec Vlad, c'est sûr que tu vas être déçu, mais tu regardes ce qu'il est capable de faire pour le reste. S'il est juste capable de soulever un peu la balle, on a un discours totalement différent, là. C'est une saison très correcte pour n'importe quel frappeur, mais tu sais, Vlad, considérant son talent, considérant son potentiel, c'est légèrement décevant pour un gars comme Vlad. Et malgré tout, tu sais, c'est quasiment encourageant pour les Blue Jays de dire, ben regarde, on était 3 matchs au sommet de la division, puis Vlad n'est même pas la meilleure version de lui-même encore. On sait que Vlad habituellement finit ses saisons en force aussi. Fait que tu sais, c'est juste qu'on est réussi à non seulement garder la tête hors de l'eau, mais prendre la tête de la division. Et qu'on n'a même pas Vlad qui a activé la vitesse supplémentaire et qu'on a Santander qui, on va espérer peut-être que les blessures vont être derrière lui, il va pouvoir revenir acheter un autre élément. C'est extrêmement encourageant pour les Blue Jays. La grosse question, c'est est-ce que cette rotation de vétérans-là, qui a déjà quelques années dans le corps et qu'on les surtaxe, tu sais, des Kevin Gausman, Chris Bassett, José Berrios, c'est même Max Scherzer qui est revenu. On leur en demande beaucoup parce qu'on n'a pas une tonne de profondeur au monticule, comme n'importe quelle équipe d'ailleurs. On n'a pas une tonne de profondeur. Est-ce qu'on va être capable de survivre? J'espère pour les Blue Jays parce que c'est vraiment une belle histoire qu'on a du côté de Toronto. La meilleure histoire, je pense qu'on a là-dedans aussi, c'est Davis Schneider. Oui. De loin, qui a retrouvé pas mal là, un poste permanent chez les Jays, puis qui a tellement été excellent contre les Yankees aussi. Ouais. D'ailleurs, qui a mené un de mes nouveaux memes préférés, You Just Got Home Run by Davis Schneider. Parce que, ben, c'est ça. Mais attends, t'as pas encore connu Baby Bo Just Took You Deep avec une photo de genre Beau Bichette qui a genre 6 ans. Dans son page. Ça, c'est encore un de mes memes préférés. Mais je l'ai voyé en 2021-22, genre. Ouais, c'est ça. Mais je me dis en même temps, il reste 6 matchs avant le match des étoiles pour les Blue Jays. Tu sais, c'est pas juste le fait qu'on est hot en ce moment. Les Blue Jays de Toronto ont juste à gagner 2 de leurs 6 prochains matchs avant le match des étoiles. Puis je pense qu'ils ont comme le meilleur dossier depuis 1993 au match des étoiles. C'est juste montrer à quel point. Puis on parle on parle de gros gars, mais le fait d'avoir remplacé Don Mattingly avec David Popkins, qui était avec les Twins du Minnesota, pour moi, vient changer un peu cette dynamique-là parce que on regarde ça sur papier. Santander, ça va pas bien en niveau puissance. En circuit Vlad, c'est un peu la même chose. Fait que comment tu gagnes ça? Tu gagnes ça en des petits coups sûrs opportuns. Ce qu'on appelle la small ball, des amortis sacrifices, des petits coups sûrs une fois de temps en temps qui arrivent au bon moment. Puis, juste avant les matchs d'aujourd'hui, de dimanche, les Jays de Toronto étaient premiers dans toute la MLB pour les amortis sacrifices. Le pourcentage de marquer du troisième coussin avec 0 ou 1 retrait, 54,6%. Premier dans la MLB. C'est excellent. Ouais. Avancé du deuxième coussin avec 0 retrait, 31,1%, deuxième dans la MLB. On a réussi à trouver une façon pour que, offensivement, les Jays de Toronto restent complètement capables de tirer la épingle du jeu. Puis, ça n'enlève rien que cette équipe-là est encore probablement et de loin la meilleure équipe défensive dans le baseball majeur. On sent encore l'ombre de Kevin Kiermaier qui est arrivé durant la saison morte comme conseiller. Je ne sais plus, en tout cas, je ne sais plus son titre exact là, avec les Blue Jays, mais il est encore dans le giron de l'équipe. Et ça, c'est toujours sans Dalton Varsho qui est aussi blessé depuis un petit bout. Addison Barger, Ernie Clement sont en train de devenir des candidats annuels pour le Gold Glove. Même Barger, on l'a vu cette semaine au champ droit, pincer Mike Trout avec les buts remplis. Gros jeu au troisième coussin aussi. Alejandro Kirk qui continue à être un gars qui, ce qu'on appelle le framing, un peu de déjouer l'officiel pour tenter de soutirer des prises sur des lancers. C'est la recette des Blue Jays de Toronto. Et John Schneider, qui, toutes les critiques qu'on lui a fait, mérite beaucoup de compliments parce qu'en ce moment, il est en train de comprendre comment exploiter le plus l'effectif qu'il a présentement. Parce que il y a plein de gars qui jouaient 3A cette année, puis même l'an passé. Tu sais, Addison Barger, je pense, a commencé l'année 3A cette année.
Ouais, il me semble que. Mais il a passé l'année passée une bonne partie dans le 3, mais il me semble qu'il a joué toute l'année dans les Il me majors. semble qu'il a pu même commencer 2025 dans le 3. Je pense. Peut-être quelques matchs. Je suis pas certain. Mais tu sais, Nathan Lucas, Joel Perfido qui a été call-up aujourd'hui. Tu sais, à part Guerrero, Santander, Bichette, puis Varsho, c'est un alignement pas de 3. Puis Varsho est pas là. Varsho est encore blessé, là. Ben, c'est ça que je dis, là. Excepté ces 4-là, là, c'est. On n'a pas beaucoup d'expérience dans le baseball majeur. On n'a pas de service time énorme, là. Ben, en fait, ouais, c'est ça. C'était quelques noms, mais c'est. Kirk aussi, je serais peut-être de cette liste-là. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui est plutôt jeune. C'est surtout des héros inattendus. Tu parlais de Nick Clement. Je veux dire, on savait que Nick Clement n'était pas un vilain joueur de baseball, mais qu'il soit un aussi gros morceau de ces succès-là, puis qui peut. Puis ce qui est cool aussi de cette équipe-là, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plein de positions. Tu sais, Clement est très polyvalent, Barger est très polyvalent, Schneider est extrêmement. Tu sais, tu as plusieurs gars que tu peux jouer un petit peu partout. Miles Struck, on est allé chercher. Miles Struck, c'est une drôle d'histoire parce qu'on est allé le chercher parce qu'on a pris son contrat pour aller chercher de l'argent international pour essayer d'aller chercher Roki Sasaki, ça n'a pas marché. Fait qu'on s'est ramassé à comme prendre un contrat pour pas grand-chose. Miles Struck a de l'allure dans le chanson. On s'ennuie de Dalton Varsho, mais pas tant que ça, parce que Miles Struck fait de la grosse job en attendant le retour de Varsho. Puis, même Santander, on n'a pas Santander, on le remarque quasiment pas. Quand Santander va revenir, ça peut ajouter un autre élément de puissance, cette équipe-là, que un Santander à santé, c'est un 40 circuits par année. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce joueur-là va se pointer le bout du nez cette année? Peut-être que là, il a manqué trop de temps. Peut-être que la puissance ne sera pas complètement revenue non plus. Mais c'est juste capable de jeter un petit élément de puissance. Parce qu'en soi, c'est peut-être la seule chose qui manque à Toronto de ce gars-là qui peut amener l'équipe à un autre niveau offensivement, amener comme une autre menace. Parlant de la triple menace, on va utiliser le mot menace quand même. Fait que, tu sais, si ça peut ajouter cet autre élément-là à cette équipe-là, ça va être intéressant. Mais aussi, la grande question, c'est est-ce que ces héros obscurs-là vont être capables de maintenir le rythme? En ce moment, des Clement, des Schneider, tout ça, ça joue, sans dire au-dessus de leur tête, mais ça joue de la balle qu'on n'attendait pas nécessairement de leur part. Est-ce qu'on va faire au trade deadline? C'est ça la vraie question. Aussi, il y a ça aussi. Parce que là, clairement, les quelques chances que tu échanges Bo Bichette, oublie ça, ça n'arrivera pas. Il y a absolument aucune chance. Non, là, ça arrive plus. Je te ferai remarquer qu'on a quand même réussi à échanger Rafael Devers après avoir sweep les Yankees. Ouais, mais non, mais là, le contexte est différent. On va quand même parler d'une organisation qui se respecte un peu, là. Ouais. Je ne pas Bo Bichette. Mais tu sais, puis tu regardes ça, puis moi je pense qu'une grosse partie de ce qui explique la grosse saison des Blue Jays, c'est qu'on ait signé Vladimir Guerrero. Tu sais, imagine là, tout le long de la saison, la question du contrat de Vlad revient, la question de l'avenir de Vlad revient, la question de ouais, ok, là, ça va mal, puis Vlad n'est pas signé, est-ce que tu l'échanges, puis tout. Puis là, tu vois, Vlad a signé après, je pense que c'était 3-4 semaines après le début de la saison. Ben, tu sais, on n'a plus ces questions-là qui reviennent tout le temps, puis on parle de baseball à Toronto. On parle même plus de Bo Bichette parce que l'équipe gagne. Mais tu sais, si on avait accumulé quelques défaites en début de saison, ouais, là, Vlad, oh là là, tu sais. Écoute, Vlad se voit ailleurs, Vlad produit pas. Longtemps, ça joue à peine en dessous de 500, là. Exact. Puis, imagines-tu comment ça aurait jasé de l'avenir de Vlad sans arrêt? Je veux dire, tu sais, imagine quand Devers se fait échanger, OK? Devers se fait échanger. Ça fait des années qu'on lit Vlad à Boston, OK? Devers se fait échanger, Toronto est en bas de 500. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le message qu'on entend à tous les jours de Ken Rosenthal, John Heyman, puis toute cette gang-là? C'est quoi qu'on entend à tous les jours? Félix Forget, en tant que fan des Red Sox, j'entends ce que tu dis. On a entendu ça tout le temps. Puis comment tu veux que Vlad se concentre? Mais... Comment tu veux que Vlad se concentre sur ce qu'il fait à Toronto quand déjà tout le monde l'envoie à 1000 une place? Tristan Cassis est blessé pour genre le reste de l'année en plus. Exact, je veux dire. Quand Cassis est blessé, quand Devers a été échangé, je veux dire, bang, deux affaires, ça aurait parti la spéculation en fou. Toronto n'aurait jamais pu se concentrer sur ça parce que la grosse distraction, elle aurait été au premier but. Ça aurait été l'avenir de Vladimir Guerrero. Là, il n'y en a pas. L'équipe gagne les matchs, on peut le concentrer là-dessus.
On parle des prouesses défensives des Blue Jays. Juste une mention spéciale sur le fait que cette semaine, légende des Blue Jays, Kevin Pillar, qui a annoncé sa retraite du baseball majeur. Puis finalement, les gars, juste avant le match, du moins les festivités autour du match des étoiles, les Blue Jays ont une sacrée bonne opportunité là, d'aller chercher un sacré coussin parce que leur prochaine série pour cette semaine, c'est contre les White Sox. Fait que s'il y avait un moment pour aller chercher un petit coussin sur tes victoires, c'est présentement. Mais bon, il y a aussi d'ici la fin du mois de juillet aussi, je te laisse Mio, mais d'ici la fin du mois de juillet, si je ne me trompe pas, on affronte 2 autres fois les Yankees. On a 2 autres séries contre les Yankees. Yankees ça va être d'autres matchs extrêmement importants. Là. Et les Tigers. Et les Tigers en revenant. Le 21, le 22 là, et juillet, là, je sais parce que moi et Félix, on s'en était parlé. On voulait aller à ces games-là parce qu'on sait qu'il y a un Looney Dog Night au Rogers Center. Ouais. Rogers Stadium, c'est l'autre. C'est l'autre, ça. Hey, ça, man, sérieusement. C'est comme le Rogers Place, puis le Rogers Arena, puis oublie ça, le man. On a la place belle, puis le centre belle. Ben, ça va. Tu sais, c'est chez nous, ça va. Ça, je comprends. Mais les Rogers ont comme une place, un arena, puis un center, puis il y en a un à Edmonton, un à Vancouver, puis un à Toronto. Scotiabank, c'est la même affaire, là. Ouais. C'est... Come on. On peut pas juste rester avec des noms classiques, là. Ouais. J'ai bien hâte qu'on ait le stade belle quand les expos vont revenir. Ben, ça se peut, hein. C'est vraiment possible qu'on ait un nom de même. C'est vraiment pas possible. Anyways, il n'y a pas juste le match des étoiles qui s'en vient au baseball, mais aussi le repêchage qui approche à grands pas. Puis les Nationals de Washington qui détiennent le premier choix au total de ce repêchage-là ont fait jaser en ce dimanche parce que les gars, ils ont renvoyé leur directeur général puis ainsi que leur manager. Et puis là, Félix, Pop, on vous envoie la question. Là. Pourquoi est-ce que tu fais ça juste avant le repêchage? Comme on s'en colle, c'est en plein milieu de la saison, ça vaut ce que ça vaut ta saison, mais pourquoi juste avant le repêchage? Ben, écoute, je me dis qu'il y a... Dans l'été où les Nationals ont, je pense qu'il n'y avait juste aucun bon scénario. On parlait de Masai Ujiri la semaine passée, on n'a même pas parlé du timing du fait que ce gars-là vient de finir le draft et a été crissé dehors juste après. Tu sais, il n'y a aucun bon timing, genre... Une semaine avant, une semaine après. Au final, ça revient à la même chose, mais il n'y a juste pas de bon scénario. Tu fais juste prendre celui qui semble le moins fou. C'est ça. Puis, les Nationals, le duo Davey Martinez et Mike Rizzo, vit un peu sur sa série mondiale de 2019 depuis quelques années. Et dans le cas de Mike Rizzo, on vit aussi beaucoup sur la réputation de la fois où on a échangé Juan Soto pour James Woods, CJ Abrams, Mackenzie Gore, Robert Hassel et je pense que c'est Jarlin Garcia, ou en tout cas l'autre est un élément beaucoup moins important dans la transaction, beaucoup plus mineur. Où est-ce que cette transaction-là a été échanger Juan Soto puis gagner la transaction, c'est extrêmement difficile. Là. Puis on a réussi à le faire du côté des Nationals. Mais, tu sais, on en avait parlé il y a quelques semaines, la faute de Davey Martinez, quand son équipe avait une séquence de défaites, avait été devant les médias pour dire, si jamais la faute des entraîneurs, si c'est la faute des joueurs, déjà, tu sentais que la relation, peut-être le message passait plus ou quoi que ce soit. Mike Rizzo, qui est vu comme un DG respecté, oui, évidemment, mais il y a quand même si tu regardes, oui, il a réussi cette transaction-là pour Soto, mais le reste de l'équipe est tellement médiocre qu'à un moment donné, c'est plus justifiable de continuer à rester dans cette voie-là. Parce qu'en ce moment, ce qu'on a chez les Nationals, c'est un noyau qui est extrêmement ordinaire et 5e de sa division. Puis, tu peux pas constamment dire OK, là, on s'en vient, ça peut pas parce que à un moment donné, tu vas perdre toutes tes années de contrôle sur James Woods, sur Mackenzie Gore, sur CJ Abrams. Ces gars-là vont quitter parce que tu les paieras pas. Tu n'es pas une équipe qui va avoir une grosse masse salariale. Ça marche plus à un moment donné. Là, je veux dire, faut que tu essaies quelque chose. Il faut que tu sois plus agressif dès maintenant ou que tu amènes une autre approche. Parce que oui, c'est beau, tu as réussi cette transaction-là, mais ça te prend plus que 3 joueurs pour gagner des matchs et être une équipe compétitive. Ça fonctionne juste pas en ce moment. C'est ça l'affaire, c'est que ces 3 gars-là que tu as nommés, c'est pas comme si tu avais fait une transaction puis ils ont un down year, ça va pas bien. Non, c'est en tout cas, surtout James Wood et CJ Abrams, ça s'en vient des vraies vedettes dans le baseball. Mackenzie Gore aussi, c'est incroyable pour Mackenzie Gore. Oui, écoute, bonne saison, mais tu sais, pas autant que ces gars-là, mais tu sais, James Wood est en train de devenir la jeune sensation du baseball majeur. Juste avec ça, tu es supposé avoir coché une grosse case de ta reconstruction. Et pour le reste,
il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Rien. Vous vous souvenez, dans les derniers moments des Expos de Montréal, quand il y avait juste Vladimir Guerrero puis juste un bunch of scraps? C'est ça. C'est à peu près. Puis, écoute, les Nationals aussi, l'année passée, ou il y a 2 ans maintenant, c'est le même repêchage que Paul Skeens. Pendant une bonne partie de l'année, Paul Skeens n'était pas projeté comme le premier choix de ce repêchage. Non, on parlait beaucoup de Dylan Cruz. C'était Dylan Cruz qui était vu comme le gros nom, un voltigeur extrêmement athlétique avec tout ce que tu veux, tous les atouts, un gars collégial, prêt à contribuer bientôt. Coéquipier de Paul Skeens. Les deux sont à LSU, mais Dylan Cruz demandait un peu trop d'argent au goût des Pirates. Paul Skeens venait vraiment d'émerger. On est allé sur Paul Skeens à ce moment-là, une décision que clairement on ne regrette pas trop du côté de Pittsburgh. Mais Dylan Cruz tarde vraiment à s'imposer. Tu sais, les Nationals espéraient que leur champ, éventuellement, ça allait être James Wood, Dylan Cruz, puis Jacob Young, mettons, quelque chose de même. Jacob Young, Robert Hassel, peu importe. L'important, c'est qu'on voulait que Dylan Cruz puis James Wood soient des gros morceaux de cette équation-là. James Wood répond aux attentes, mais Dylan Cruz, c'est extrêmement difficile pour lui en ce moment. Peine à s'établir. Est-ce que son approche au bâton ne fonctionne pas? Est-ce qu'on ne l'a pas mis dans les bonnes conditions? Est-ce qu'il n'était pas prêt à monter dans les majeurs? Tout ça, c'est des pistes de solutions qui sont possibles, mais d'une manière ou d'une autre, c'est le DG ou l'entraîneur qui sont imputables de ça, parce que Dylan Cruz était vu comme un des meilleurs talents des dernières années et n'a pas su s'imposer comme un des morceaux de ce noyau-là des Nationals pour le moment. C'est beaucoup trop tôt pour abandonner sur Dylan Cruz, mais éventuellement, si tu veux que les Nationals passent au prochain niveau et ils veulent seulement espérer participer aux séries, ben ça va prendre Dylan Cruz qui va être capable de prendre ce prochain pas-là vers l'avant, parce que t'as des trous partout. Ta rotation, oui, t'as Mackenzie Gore, mais c'est tellement mauvais. Puis offensivement, les Nationals, c'est simple. C'est les 3 joueurs qu'on a dans la transaction Juan Soto et that's it. Tout le reste, c'est épouvantablement mauvais. Il n'y a rien d'autre. Les Marlins sont mieux que toi, c'est un problème. Les Marlins sont 3e de cette division-là. Les Braves l'ont échappé, on parle beaucoup des Braves, mais les Nationals qui sont derrière les Marlins, c'est pas débile non plus. Avec les saisons de James Wood et TJ Abrams, qu'on soit derrière les Marlins, qui en tout respect pour les Marlins, c'est la masse salariale. La masse salariale des Marlins est plus petite que le salaire de Shea Gilgeous-Alexander, le salaire annuel de Shea Gilgeous-Alexander sur son prochain contrat. Puis on parle quand même du baseball, hein? Ouais. Mais c'est extrêmement disparate, le baseball. Oui, absolument. Les masses salariales à 350 millions, d'autres à 60. Je pense que Mio, avec sa dette étudiante, pourrait payer le payroll des Marlins de Miami. Come on. Puis on va échanger Alcantara qui fait quasiment 20 millions par année. Fait que ça va... 20 millions par année, son ERA de 7 aussi, mais ça, c'est un autre affaire. Ouais, mais tu sais, il y a des équipes qui vont voir le Cy Young en 2022 puis ils vont se dire mais non, mais pensez-y comment ils pourraient juste rembourser ma dette étudiante puis ça leur ferait même pas mal. Le gars des Mets, demande à Juan Soto. Juan Soto en a tellement. Il veut t'en filer un petit peu. Même. Shohei n'a pas eu son cash encore. Shohei, ça va tout arriver après son contrat. Ouais. Il se fait-tu rembourser d'ailleurs pour les affaires de Paris? Je sais pas. J'imagine que oui. Mais. Bonne question. Il doit pas compter son argent tant que ça, lui. D'après moi, juste pour aller en prison puis voir son ami sacrifier pour lui, c'est déjà un bon remboursement. C'est vrai, j'ai oublié comment Pop, c'était un truther que c'est Shohei qui faisait ça. Non, c'est juste drôle. IP was a fall guy. Je vous le dis tout de suite, IP est un fall guy. Moi, c'était juste la réaction comme « Oups, I guess je suis pas très bon à ça. » I'm not very good, hein? Anyways, les gars, j'ai bien qu'on s'en jase dans une semaine. En plus, là, avec la semaine des étoiles qui va s'en venir, là, on va être capable déjà d'en jaser un petit peu. Et un draft en plein milieu de saison, grand plaisir. De ça me dépasse. Top 3 des choses qui me dépassent, c'est ça. Anyways, je peux comprendre. Mais pour une question pour toi, j'imagine que tu regardes probablement, puis c'est normal, le repêchage de la MLB, c'est faut que tu aimes la balle en esti pour écouter ça, là. Est-ce que t'es mieux la petite formule qu'il y avait avant, qui était comme dans le genre de petit studio sous-sol qu'il y avait, qui était comme... C'était petit lobby. Tellement intimiste, là, t'avais comme... C'était chanceux, t'avais 2 joueurs qui se pointaient, ou la formule plus LNH, NBA qu'on a maintenant, qui est comme on essaie d'en faire plus un spectacle qu'autre chose. Je comprends l'idée de vouloir en faire un spectacle, mais personne ne va regarder ça.
Ouais, à moins de vraiment triper sur le. L'affaire avec le repêchage de la MLB, c'est que, contrairement, mettons, la NFL, c'est l'exemple, la NBA aussi, c'est les exemples les plus probables. Là. Tu repêches un gars, c'est un partant de première année, c'est un gars que tu vas voir très rapidement. La NH, 1 an ou 2, il va arriver, puis tout, puis ça ne niaisera pas. À part, c'est genre top 3, tu sais. C'est ça, la MLB, tu vas avoir peut-être 1 ou 2 qui vont arriver rapidement, puis le premier choix des Angels, c'est déjà qui va jouer dans les majeurs d'ici la fin de l'année. Mais, man, c'est long souvent avant que ces gars-là arrivent. C'est vraiment, vraiment long. Puis, tu sais, ils en repêchent tellement que tu finis par en oublier. Fait combien Dieu merci, avant la pandémie, ils ont éliminé 20 rondes après la pandémie. Ah ouais, c'est fou comment il y en avait. Je pense que les plus grosses années, ça allait à récemment. Si je ne me trompe pas, Mike Piazza était un choix. J'ai 120e ronde en tête, mais je suis pas sûr. Non, je pense que ça allait pas à ce point-là. Mais c'est ça, je suis pas sûr, mais c'est loin. Là. Je vais aller te dire ça tout de suite. C'est assez loin. Mike Piazza a été repêché par les Dodgers de Los Angeles au 62e tour du repêchage amateur de juin de la MLB, qui est le... On peut-tu nous montrer le choix total? Ah, beaucoup. Le choix total. Mike Piazza, qui était le 1390e joueur sélectionné de ce repêchage-là. Wow. Dites-vous qu'annuellement, il y a plus de joueurs de baseball qui sont repêchés qu'il y a d'habitants aux éboulements. Shout-out, mais là, ça a coupé depuis ce temps-là. Si je ne me trompe pas, ils font... 20 rondes, je pense. Rondes, ils font maintenant. 20 rondes, je pense 20 aujourd'hui. Même 20 rondes. Mais c'est parce qu'il y a tellement, tu sais, je veux dire, un alignement, c'est 90 joueurs, puis il y a des gars dans... Tu sais, il y a beaucoup plus de... Tu sais, la NBA, tu as 13 joueurs. Je veux dire, tu ne pourrais pas faire un 20 rondes dans la NBA. Là. 15 contrats. 15 contrats, c'est vrai, c'est 15 contrats. Mais 15 ouais, contrats, c'est ça. Mais t'en as des doués là-dedans, là, c'est... Dédicace spéciale, en tout cas, aux animateurs et aux journalistes qui sont là pour l'entièreté du processus. C'est quelque chose. Je respecte votre travail. Anyways, les gars, parlant de tout ça, là, on a aussi là, la LNH qui a ouvert son marché des joueurs autonomes. Puis, les gars, je vous ai demandé, retenons chacun une petite histoire, quelque chose que vous retenez par rapport à ça. Félix Forget, j'ai envie que tu commences parce que tu as peut-être une petite saveur locale à nous proposer pour commencer. Oui, je vais y aller avec saveur locale. Moi, une signature qui m'a intrigué le 1er juillet. C'est une signature qui a été faite devant le filet. C'est la signature de Capo Kakkonen à Montréal, qui est, à première vue, une signature un peu... On s'en fout. Là. Tu dis, qui est cool, un gardien de profondeur pour aller épauler Jacob Fowler à Laval. Parce que si je vous demande c'est qui votre duo de gardien partant à Montréal l'an prochain, de gardien à Montréal l'an prochain, je pense que Montembeault-Debèche c'est une réponse extrêmement populaire. Disons que Debèche a un poste à perdre plus qu'à gagner. À la lumière de son contrat qu'il a signé en plus. Exact. Sauf que le contrat que Debèche a signé aujourd'hui, parce que Debèche a signé un contrat aujourd'hui aussi, contrat de 2 ans à un volet. Là aussi, pour qu'on soit bien clair, okay? Parce que je ne sais pas combien de fois, à chaque 1er juillet, je me rappelle que pour les gens, c'est un détail que EA Sports a fucké tout le monde avec ça de la façon que son jeu est fait. Un volet et 2 volets. Okay? 2 volets, ça ne peut pas dire « pas besoin de passer par le balotage ». 2 volets, la seule chose que les volets, ça change, c'est le salaire. Un volet, tu fais le même salaire dans la LNH et dans la LH. 2 volets, tu fais moins d'argent dans la LH que dans la LNH. Ça veut juste, c'est la seule chose que ça veut dire. Il n'y a aucun ça n'a rien à voir avec le balotage. Ça n'a aucun rapport avec le balotage. L'affaire qui est vraie, c'est qu'habituellement, il y a une tendance que les joueurs en début de carrière ont des contrats à 2 volets, contrats recrutés à 2 volets. Donc, et ces joueurs-là sont exemptés du balotage. Donc, on a un peu cette conception-là que 2 volets égale pas balotage, 1 volet égale LNH. Mais, Debèche, malgré son contrat à 1 volet signé aujourd'hui, est quand même exempté du balotage. Mais pas Capo Kakkonen. Et Kent Hughes, le 1er juillet, quand il a parlé aux médias, a expliqué que un gardien, tu signes pas ça pour envoyer ça au balotage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, tu sais, Montembeault numéro 1, personne ne doute de ça. Montembeault a le statut numéro 1, assuré, bulletproof. Okay? Mais là, tu arrives dans une situation où est-ce que tu as 2 gardiens signés. Jacob Debèche, qui a bien fait l'an dernier, qui a même joué des matchs en série, qui n'a pas été mauvais en série.
qui a des choses à travailler, pourrait profiter de jouer plus de matchs dans la Ligue américaine, ou est-ce qu'on le verrait peut-être partager le filet 50-50 avec Jacob Fowler, ou un petit peu plus pour Jakub Dobeš, un peu moins pour Fowler, puis l'an prochain, ce serait Fowler être le vrai numéro 1 de cette équipe-là. Peut-être que tu veux y aller comme ça. Kakkonen, lui, vient de tout casser dans la Ligue américaine, a d'ailleurs éliminé le Rocket en série avec les Checkers de Charlotte. Moi, si tu me demandes en ce moment de me mouiller en me disant qui va être l'auxiliaire de Samuel Montembeault l'an prochain, je serais pas surpris que ce soit Kaapo Kähkönen qui soit le gardien numéro 2 du Canadien de Montréal l'an prochain et qu'on renvoie Jakub Dobeš en bas pour la simple et unique raison qu'il y en a un qui est exempté du ballottage et pas l'autre. Peut-être que si Kähkönen en arrache, peut-être que Kähkönen un début de saison à la Caden Primo, on switch rapidement. Peut-être qu'on va le laisser sur une petite corde et que ça ne prendra pas grand-chose pour qu'on fasse le switch, mais je serais vraiment pas surpris à la lumière de ce qui circule, à la lumière de ce qu'on a pu entendre de Kent Hughes et de ce qu'on a pu entendre de la part de certains journalistes. Je serais vraiment pas surpris que Kaapo Kähkönen commence l'année comme numéro 2 et surtout que Kaapo Kähkönen ait un poste à perdre comme numéro 2 derrière Samuel Montembeault, contrairement à Jakub Dobeš, un poste à perdre. Parce que l'objectif à Montréal, pour moi, c'est clair, c'est pas répéter ce qu'on a eu cet hiver. Avec Samuel Montembeault qui a comme passé, je pense, son ancien sommet personnel, c'est comme 41 matchs joués l'année passée ou il y a 2 ans, à genre 61-62 cette année. Puis qu'on se ramasse avec un gardien de la trempe de Samuel Montembeault dans le top 5 des gardiens de la Ligue nationale avec plus de matchs joués. Tu sais, ce genre de statistiques-là, c'est les Connor Hellebuyck, c'est les Shesterkin, les Sorokin, tout ça. Samuel Montembeault avait aucune business. Puis, nonobstant ses performances, whatever, ce gars-là n'avait aucune business à jouer autant la semaine passée. Puis c'est un peu le besoin qu'on doit combler chez le Canadien de Montréal. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas amener Samuel Montembeault 62 matchs comme l'année passée. Idéalement, tu veux limiter un petit peu. Parce que la raison pour laquelle il a joué autant l'an passé, c'est qu'on n'avait pas un numéro 2 en qui on avait confiance. Et voilà. Souvenez-vous, au mois de décembre, quand il y avait eu genre 13 départs consécutifs parce que Primo n'était pas capable. Puis Montembeault est de loin le meilleur gardien de cette organisation-là. J'ai pas de problème à le voir jouer 55-60 matchs. Le problème, c'est que tu as besoin d'un deuxième gardien qui. Tu regardes une situation de match, okay, je peux l'envoyer, puis j'ai quand même une chance de gagner. C'est ça que tu as besoin. Et oui, Jakub Dobeš est extrêmement capable de gagner un match. On l'a vu l'an passé, quand il est arrivé, ce qu'il a fait le match contre l'Avalanche. D'ailleurs, j'ai toujours me souvenir. Masterclass. C'était incroyable comme match. Mais tu regardes Dobeš. Les Stars juste après aussi. Je sais, il y en a tellement battu. Mais c'était genre quoi, 7? C'était 7 victoires. 5 victoires de suite. 5 victoires de suite, il y avait une moyenne de genre 1 point. Mais je pense que c'était 7 games avec au moins 1 point de classement. C'est ça, c'est ça. Les rues vont s'en rappeler. Oui, c'est quel début pour Jakub Dobeš. On pensait qu'on avait le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe. Ça voulait qu'on soit numéro 1 devant Montembeault, puis quand ça a rapidement déchanté à ce niveau-là. Puis je pense que Dobeš est capable d'assumer ce rôle-là, mais tu sais, si t'es le Canadien, t'as vu ce que Dobeš te fait l'an passé, tu dis, OK, peut-être qu'on a vraiment quelque chose en lui, mais tu sais, clairement, son jeu a besoin d'être affiné un petit peu, là, tu sais, c'est un peu chaotique devant son filet, là, c'est très chaotique, là, c'est très chaotique, tu sais, parce que c'est drôle, parce que Montréal, on a tellement été habitué à des Carey Price, même des Montembeault, que la technique est irréprochable. Ça donne un coup quand tu vois un gars comme Dobeš jeté partout, comme Dominique Hachek, là, ça donne un coup. Fait que, tu sais, puis tu dis, c'est où l'endroit qui est le meilleur pour le développement de Dobeš? Est-ce que c'est 2e à Montréal ou c'est 1A à Laval? Ou est-ce qu'il pourrait jouer? Tu sais, à Laval, c'est souvent 2 matchs collés. Tu donnes le premier match à Dobeš, le deuxième à Fowler. Pour moi, il y a une réelle plus-value à envoyer Dobeš jouer à Laval l'an prochain, mentorer Jacob Fowler, puis créer une compétition entre les deux. Les deux ne veulent pas se battre pour être le futur gardien numéro 1 de l'équipe le jour où ce ne sera plus Samuel Montembeault. Si tu es capable de mettre les deux gars ensemble, qui se challenge un petit peu, puis surtout les mettre dans une situation où est-ce qu'ils vont avoir bien plus de matchs que le numéro 2 à Montréal, parce que là-bas, tu sais, Kähkönen sait qu'il arriverait là comme 2e derrière Montembeault, puis jamais ça chialerait pour que Kähkönen soit numéro 1 ou quoi que ce soit, puis Kähkönen va avoir un 20 matchs, puis ça va être tout. À Laval, tu peux faire gauler tes deux gars 35 matchs chaque, puis ton problème est réglé. Fait que je serais pas surpris, en fonction de tous ces éléments-là, que Kähkönen débute l'année comme numéro 2 à Montréal, devant Jakub Dobeš. Bien noté. Pop, de ton côté, qu'est-ce que tu as pour nous autres? Les boys, je vais juste être
je vais juste vous poser une question bien simple. Répondez par oui ou par non. À la lumière de la signature / transaction, whatever, comment vous voulez appeler ce processus-là, à la lumière de l'arrivée de Mitch Marner à Vegas, est-ce que les Golden Knights de Vegas sont une meilleure équipe que quand ils sont fait sortir par les Oilers? Moi, sur papier, je dirais oui. Moi aussi, je dis oui. OK. Tu rajoutes Mitch Marner, ça c'est correct. C'est pas, la question, c'est pas en lien avec Mitch Marner lui-même. C'est le fait que tu perds Nicolas Roy, tu perds Nick Hay qui est allé à Nashville, et là, tu perds Alex Pietrangelo qui est blessé pour toute la saison et peut-être pour le reste de sa carrière, sait-on jamais. Est-ce que les Golden Knights sont vraiment meilleurs? Moi, je pense que... moi, je vais dire oui pour une raison simple. Je pense que Mitch Marner à Vegas, on l'a vu être excellent à Toronto, mais je pense que sa game va prendre un autre. Oh my God. Je pense qu'il va... déjà, enlève-y toute la pression qu'il y avait à Toronto. Ce gars-là va être beaucoup plus libre. Laisse-le jouer. Austin Matthews est un excellent centre pour Mitch Marner, mais Jack Eichel est peut-être un centre encore meilleur pour Mitch Marner. Es-tu vraiment sûr de ça? Parce que moi, la question que je me pose justement avec la comparaison Austin Matthews et Jack Eichel, c'est Mitch Marner à Toronto avait juste une job. La mettre sur le tape à Austin Matthews. Sers-toi ton agilité puis ta vision, alimente Austin Matthews, va scorer. Jack Eichel est capable de scorer. Mais c'est pas un gars qui a un thinking de shoot first. Tu sais, Jack Eichel puis Mitch Marner ont un peu le même thinking, un peu. On fabrique des jeux et tout ça. On n'a pas de vrai pur sniper comme... En fait, ça serait logique et un peu incompréhensible de comparer le reste de la Ligue nationale à Austin Matthews en termes de pur talent scoreur. C'est un peu... Mais est-ce que le fit va être autant mieux avec Eichel qu'avec Matthews? Peut-être qu'en général, oui. Mais en termes d'offensive, est-ce que ça va être vraiment meilleur? Moi, je pense qu'Eichel est un joueur qui peut porter plusieurs chapeaux. Je pense qu'on l'a vu jouer... Absolument. On l'a vu être un fabricant de jeu davantage parce que Vegas avait besoin de ça. Mais je pense qu'un Eichel, si tu lui dis, gars, là, maintenant, tu as Mitch Marner, lui, là, toi, place-toi, là, la rondelle, tu sais pas comment, là, mais à un moment donné, tu vas l'avoir sur ton bâton dans une bonne position. Ta job, ça va juste être de la mettre dedans. Je pense que Jack Eichel peut aller chercher un 40 buts cette année sans trop de problème. Un 40, puis peut-être un 45 même. Je serais pas surpris que Jack Eichel fasse ça. Puis, faut pas oublier Pavel Dorofeyev, qui joue avec Jack Eichel, est un excellent joueur. Là. Lui aussi, lui là, quand il a vu Mitch Marner arriver, il a dit oh, yes! 30 buts? C'est, ben, peut-être même. Tu sais, si Mitch Marner peut créer tellement de buts à lui seul, puis juste l'offensive qu'il va amener, je pense que ça va donner un élément à Vegas qu'on n'avait pas nécessairement. Tu sais, l'offensive à Vegas, c'était beaucoup Jack Eichel et ses copains. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de vrai numéro 2 offensif à Vegas. Mais ça reste que c'était bien équilibré. Exact. Puis, tu n'as pas vraiment perdu cet équilibre-là. C'est ça mon point. Je veux dire, tu as ajouté Mitch Marner, tu as perdu Nicolas Roy. Sure. C'est un joueur utile, Nicolas Roy, puis pour vrai. Là, c'est quand même un gars qui jouait deuxième vague de l'avantage numérique aussi. Exact. Mais tu sais, il demande à n'importe quel DG de la Ligue. Tu as l'opportunité d'avoir Mitch Marner, Nicolas Roy, tu prends Guy. Voilà. Tu regardes en arrière, tu perds Nick Hay et Alex Pietrangelo en arrière. Déjà que tu n'as pas des goalers super extraordinaires qui peuvent te voler des matchs à eux tout seuls. Est-ce que Vegas, c'est vraiment... Tu sais, si tu m'avais dit Alex Pietrangelo joue les 82 matchs la saison prochaine, là, je n'ai même pas cette question-là. Mais là, tu as cette grosse blessure-là, cette grosse absence-là. Oui, OK, Mitch Marner, c'est nice. Tu sais, 90-100 points en saison régulière, nice, ça va arriver. Tu sais, tu pourrais quasiment le lancer un dehors, les yeux fermés, puis s'il joue 82 matchs, il va faire quasiment 100 points easy. C'est en play-off, par exemple, que ça compte du côté de Mitch Marner, puis on le sait. Mais est-ce que ce sera assez pour cacher les carences défensives que cette équipe-là pourrait avoir l'année prochaine? J'ai un take pour toi, Pop. Parlant de Marner. Pop, Mio, je te laisse après. Là. En série l'an prochain, Mitch Marner va être le meilleur pointeur des Golden Knights. J'ai envie d'être d'accord avec toi. Mais, tu sais, c'est ça en même temps. Vegas, les gars, ils ont une meilleure feuille de route
kill les Maple Leafs en séries éliminatoires. L'infrastructure pour modeler un joueur. Regardez qu'est-ce qui est arrivé justement de Jack Eichel qui était... où est-ce qu'il jouait avant, les gars? Il jouait probablement avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, midget 2B à quelque part. Là. Exactement. Autrement appelé les sabres de Buffalo. Puis regarde qu'est-ce qu'ils ont fait de lui maintenant. Hey, on va se calmer, là. C'était quand même pas un Scrubs non plus à Buffalo. Mais là, non, mais c'est vrai que son jeu mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mitch Marner, parfait, c'est un excellent joueur, tout comme Eichel à Buffalo. Mitch Marner sort de relativement une meilleure situation que Jack Eichel était à Buffalo. Mais là, tu es capable peut-être de le modeler à la sauce Golden Knights puis à voir qu'est-ce que ça va faire en séries éliminatoires. Moi, j'ai aucun doute que Mitch Marner peut oublier ses défis et ses carences du passé pour devenir un joueur élite en séries éliminatoires. Juste l'environnement privé, familial, déjà là, ça va tout lui enlever ce qu'il a là. Parce qu'il est capable. Souvenez-vous aux 4 Nations. Tu sais, ça n'a pas été un tournoi parfait pour Mitch Marner, mais un but gagné en overtime, passe sur le but passe à Sam Bennett. La passe à Sam Bennett. La passe à Connor McDavid. Le gars, il est capable. Est-ce que c'est peut-être juste le fait de ne pas avoir le gilet des Maple Leafs sur le dos qui fait en sorte que cette tonne de pression-là sur les épaules, ça va peut-être enfin lui faire du bien? Soit-on lui, mais ceux qui disent qu'ils mettent déjà Las Vegas vainqueur de la Pacifique l'année prochaine, c'est possible. Je dis absolument que c'est possible, mais c'est pas un automatisme. Ça, c'est clair et certain. La défense de Vegas, Pop, je suis d'accord avec toi que perdre Pietrangelo, ça fait mal. Perdre Nick Hague, ça fait mal. Theodore, puis après ça, t'as... Noah Neffin. Noah Neffin, c'est pas n'importe qui. Puis tu sais, oublie pas que Rasmus Anderson, les Flames essaient de l'échanger. Rasmus Anderson veut Vegas ou rien. Rasmus Anderson veut juste aller à Vegas. C'est la seule équipe pour laquelle il signerait une prolongation de contrat. Et oublie pas qu'en avant, Jack Eichel et Mitch Marner, 2 aspirants au trophée Selke année après année. Je veux dire, je comprends ton point, puis c'est vrai que sans Pietrangelo, ça fait mal, sans Hague, ça fait mal, puis même sans Nicolas Roy, ton jeu défensif en prend pour son rhume. Mais tu sais, il suffit que tu ailles chercher Anderson, tu prends tellement un gros step, et, je veux dire, tu as 2 attaquants en avant qui sont quasiment des défenseurs dans leur zone tellement ils sont responsables à Eichel et Marner. Ouais, mais ils jouent 19-20 minutes, les 40 minutes. C'est sûr. C'est pour ça que ça prendrait peut-être un Anderson pour vraiment aller au prochain niveau. Là, comment tu fais ça sur ta masse salariale? Vegas ont des trucs magiques pour ça, là, fait que je suis pas trop inquiet. Là. Mais, puis, écoute, j'ai hâte de voir, mais pour moi, Vegas est clairement une équipe améliorée. Juste Marner va les amener à un autre niveau. Puis maintenant, ça va être il va falloir fignoler autour de ça parce que défensivement, il y a des doutes. Puis tu as Daniel qui n'est pas un vrai numéro 1, un gars qui va te voler des matchs. Il a gagné une coupe, mais avait une sacrée défense devant lui. Là. Puis peut-être que ça passe par un échange de Thomas Chertel pour libérer de l'argent. Parce que tu as ça aussi, tu as échangé Nicolas Roy, là, mais tu as Jack Eichel, tu as William Karlsson, tu as. Il y a du monde. Là. T'as tellement de monde. Mark Stone, je le répète, ce gars-là va d'ici 1 an ou 2, ce gars-là se fait buy-out son contrat. Pas impossible, mais tu parles d'autres gars qui sont bons défensivement. Mark Stone est excellent défensivement aussi. My God, oui. Quand il est capable de patiner à une vitesse assez décente, là, mais ça, c'est un autre. Mais bon, laissons la job aux Golden Knights de nous surprendre à la date limite des transactions. À voir cette année, c'est pas un joke qu'ils vont nous faire là, pour en fait la prochaine saison s'ils font pas juste comme hey sur Twitter comme ils ont fait l'année passée. Comme, quand tu dis qu'une équipe qui ne fait rien à la date limite des transactions te surprend, là. Ouais, Vegas. Si vous vraiment surpris que Marner est à Vegas, ou non? Non. Je suis pas surpris, mais j'avais prédit, juste pour la question salariale, je m'étais dit ça va être trop de gymnastique, il va aller ailleurs. Mon feeling, c'est que Marner voulait possiblement les Panthers. Ça va marcher parce que les Panthers ont décidé de garder la recette qu'il y avait. Vegas, c'était probablement sa deuxième option. Puis ce qu'on a appris, c'est que ça faisait longtemps qu'ils songeaient à Vegas. Même aux 4 Nations, on parlait avec des gars de Vegas pour savoir comment ils vivaient ça à Vegas. Il a même parlé à Ryan Reeves et Max Pacioretty. Parlait à tous ces gars-là à Toronto, puis visiter des maisons à Vegas. Même si c'est pas pour rien qu'on parlait possiblement de maraudage dans ce dossier-là. Là, ça fait longtemps qu'il veut Vegas. Mais tu sais, en même temps, juste l'année passée, tu avais déjà des rumeurs de transactions, puis tu avais Vegas qui était dans le portrait. Vegas sera toujours dans le portrait. C'est comme les fucking Lakers. Là. Ils vont toujours être là. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'ils vont être là.
Parce que, tu sais, on parlait de Marner à Vegas. Là, la rumeur de transaction que Pop parlait, ça a vraiment circulé puis ça a été confirmé-ish récemment. C'était officieux, mais là, je pense que ça a vraiment été officiel. C'est une possible transaction en 3 équipes parce que Marner aurait levé sa clause de non-échange pour une seule équipe, Vegas. C'est la seule équipe pour laquelle il aurait bougé et ça aurait été une transaction à 3 équipes. Dans le temps où Mikko Rantanen était pris en Caroline, Rantanen aurait pris le chemin de Toronto, aurait signé une prolongation de contrat à long terme à Toronto. Qu'est-ce qui aurait pris le chemin de la Caroline? J'en ai aucune idée. Mais ça aurait ressemblé à ça. Ça aurait été une énorme transaction à 3 équipes. Marner aurait été à Vegas plus tôt. Rantanen aurait été un gros morceau à Toronto. Et mon Dieu. Ça a été le fun à voir. Une autre équipe, d'ailleurs, qui avait été liée à Mitch Marner fait partie de mon point, puis c'était les Ducks, mais bon, finalement, comme on a compris, il n'y avait pas tant de chance considérant à quel point Vegas était embarqué dans ce processus-là. Mais ça m'amène à mon point, les gars, où je sens que tranquillement, pas vite, là, on va récupérer une Pacifique et je dirais même l'État de la Californie comme on avait au début des années 2010. On a une course à l'armement qui s'est mise en marche. Puis, encore une fois, les Ducks, ils n'ont pas nécessairement mis la main sur Mitch Marner. Ils n'ont pas mis la main sur des gros noms, mais on est allé chercher un vétéran en Michael Granlund. On s'est défaite de notre jeune problématique-ish en Trevor Zegras. On est actif. Les Sharks également, on ne va pas être là pour compétitionner l'année prochaine, mais Christy, bon nombre de signatures. On a remis sous contrat William Eklund à court terme, moyen terme, disons-le, Dimitri Orlov. Puis là, on a un sacré bon repêchage qui s'en vient. On a une course à l'armement. Puis Los Angeles est un petit peu plus loin, considérant qu'ils ont un club un peu plus âgé. Les Kings. Les Kings, avec d'ailleurs les transactions les plus Marc Bergevin coded avec Yoel Armia, Corey Perry, puis tu sais, t'as encore Philippe Dano, puis Joel Edmondson. Le pire, c'est Cody Ceci, man. C'est sûr, c'est Marc Bergevin, man. Marc Bergevin a vu Cody Ceci, un défenseur droitier, il a fait, man, il a pas pu s'empêcher. Il est allé voir Ken Holland, il dit, man, ça me gratte, là, donne-y 4 fois 4.5. Comment ça me gratte, là? On parle de Marc Bergevin, mais c'est très Ken Holland coded c'est très Marc Bergevin et Ken Holland. Ça fait très les deux. Le match est parfait. C'était-tu Ken Holland, en plus, qui avait ramené Cody Ceci à Edmonton, en plus? Je crois que oui. Puis c'est lui qui a ramené Corey Perry aussi, tu sais, ça paraît quand... Tu sais, c'est comme fucking Christopher Nolan puis tous ces autres directeurs-là qui ramènent toujours les mêmes acteurs dans toute leur restitution, que tu sais, pour un petit rôle, mais tu vas le ramener quand même. C'est un Quentin Tarantino, tu vas dire, il y a Brad Pitt à quelque part, il va avoir Brad Pitt à quelque part, peu importe. Tu regardes Christopher Nolan, Michael Caine, il va être là avec du bout de ses efforts, le peu de vie qui reste pour venir agir. Mais bon, finalement, tout ça pour dire, les gars, la Pacifique, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On n'est pas encore là, mais il y a quelque chose qui se passe en Californie. Il y a, je crois, une division assez intéressante qui va s'en venir dans les années. Je vais briser tes rêves tout de suite, là. Puis c'est un excellent point, mais je vais briser tes rêves tout de suite. Les taxes d'État de la Californie sont trop hautes pour avoir une bonne équipe dans la Ligue nationale. Fait que tu peux oublier ça. Chris, ont eu des bonnes équipes par le passé, là. Arrêtez-moi ça. Mais c'est juste des taxes. Il y a une partie sur Twitter qui dit si t'as des trop grosses taxes d'État, t'es trop désavantagé. Ben non. Maintenant, tu peux pas gagner sans avoir des petites taxes. C'est impossible. C'est la seule façon de gagner. Mais on t'a pas suivi ça. Voyons, mais c'est la seule façon de gagner. Il n'y a aucune autre façon de gagner. C'est la seule et unique. C'est d'ailleurs pour ça que les Panthers leur signent tout le monde pas cher. Pas parce que l'équipe est bonne depuis 3 ans. Puis que l'équipe a créé comme ce climat-là d'entreprise de on en prend sur nous. Puis on pense à tout le monde. On pense à gagner. Non. C'est juste les taxes. Juste les taxes. Les équipes de la Floride ont été mauvaises pendant 20 ans de temps, mais c'est juste les taxes. C'est juste les taxes. Pourquoi n'y ai-je jamais pensé? Mignon, ce qui est quand même le fun, c'est que je regarde un peu ce qu'on avait au début. Tu sais, milieu des années 2010, où ce que la Californie avec San Jose, LA puis Anaheim, c'était comme... Une équipe de l'Est fait son voyage annuel en Californie, là. Tu sais que tu vas passer avec 3 défaites.
3 défaites, puis ça sera pas du beau hockey. Là. Je te le confirme. Une game, tu passais à te faire laver par Anaheim avec duo Perry Getzlaf, puis peu importe qui allait compléter leur trio. Parfois, c'était Matt Beleskey, parfois, c'était Dustin Penner, Rickard Rakell, Devante Smith-Pelly. Après ça, tu n'étais pas capable de marquer un Christ de but sur Jonathan Quick, puis tu perdais 2-0 parce que Andrzej Kopitar ou Dustin Brown va avoir eu le seul but de la game. Puis après ça, tu t'en vas à San Jose pour te faire lessiver genre 5-0. Ce qui est le fun, c'est que le Canadien gagne pas plus maintenant. Puis c'est le fun parce que le Canadien gagne pas plus maintenant, même quand ces équipes-là sont pas bonnes. Fait que, tu sais, même à Star, quand c'est James... On a gagné à San Jose, puis on a gagné à Anaheim. Hey, wow, bravo, une fois à 23 ans. Ouh. le match ils ont perdu des games contre James Reimer pendant des années. Je suis impressionné par une victoire à San Jose quand leur deuxième centre, je ne peux même pas te le nommer. Hey, wow, calme-toi. Donne-moi plus qu'une victoire de suite, puis reste, je vais commencer à y croire pour vrai. Là. Ils ont 23 ans d'échecs avant de me faire rattraper. Marc Bergevin avait peut-être la vision d'aller chercher David Schlemko back in the days. Peut-être, man. Peut-être qu'il savait des choses. Peut-être qu'il savait des choses, man. Mais la Californie, ça va être le fun tantôt. C'est comme 3 équipes build different un peu. Tu sais, tu as San Jose qui est dans un complet rebuild qui semble super bien aller. Moi, là, pour vrai, là, dans 3-4 ans, là, San Jose, là, j'ai peur en tabarnak. Ça va être un problème. San Jose, dans l'Ouest, est en train de construire, j'ai quasiment envie de dire, une meilleure version de ce que le Canadien construit en l'Est. Absolument. Absolument. Juste d'avoir Celebrini, Will Smith et Michael Misa, juste d'avoir ça, là. Le Canadien, l'avantage que le Canadien a, c'est que des gars comme Suzuki, Caulfield sont un petit peu plus avancés dans leur développement. Suzuki a arrivé mi-20. Ça partait un petit peu plus de loin que Montréal. Exact. Il y avait de la job à faire. Puis on a encore tellement d'argent. On retient encore du salaire de Brent Burns. Là, son contrat est fini, Brent Burns, donc on ne doit pas en retenir. Là. On a racheté Marc-Édouard Vlasic. On a encore beaucoup d'argent mort dans nos livres. On a signé Dimitri Orlov juste pour être sur le plancher du cap, là. Exact. Puis tu sais ce que je pense qu'on va quand même faire à San Jose? Je serais pas surpris que le début septembre, là, on fasse une transaction pour aller chez le contrat de Carey Price parce que tous les bonnies vont avoir été payés. Ça va coûter genre 1 à 2 millions en salaire pendant l'année, dont une partie qui est couverte par les assurances en plus. Puis on va se donner ce jeu-là pour être vraiment au-dessus du plafond si on décide d'être vendeur à nouveau. Parce que là, on a atteint le plancher, mais je veux dire, à un moment donné... Si tu échanges un ou deux morceaux, tu vas retomber en bas du plancher. Le contrat de Carey Price, à 10,5 millions, tu payes quoi? 1 ou 2 millions en salaire d'ici la fin de l'année. Ça va devenir extrêmement intéressant. Début septembre, le contrat de Carey Price va devenir... sans dire qu'il va avoir une valeur positive, mais il y a des équipes qui vont vraiment l'aimer. Un peu comme le contrat chez Weber, est-ce que tu payes 3 millions, 1 million pour avoir un 8 millions sur ta masse? Là? Il y a des équipes qui vont aimer ça. Plus pour longtemps, mais il y a encore des équipes qui vont aimer le contrat de Carey Price. Hear me out. On échange le contrat de Carey Price. San Jose dans une cure de rajeunissement. Puis, tu sais, il y a juste un gars dans tout à San Jose qui sort du lot un peu chez les attaquants en termes d'âge. Fuck it. On échange le contrat de Carey Price. Ramenez-moi Tyler Toffoli à Montréal. Mais l'affaire, écoute, autant j'adorerais ça. L'affaire, c'est qui va surveiller Macklin Celebrity puis Will Smith s'il n'y a pas Tyler Toffoli avec eux? On peut pas les enlever. Tu sais, c'est quasiment leur père, ces gars-là. Tu peux pas leur enlever. C'est quasiment ça. Mais ce que je disais, c'est que San Jose, t'es un rebuild, ça va bien. Anaheim, qui est comme, après avoir eu 1 million de choix top 3, tranquillement, ça va y arriver à un moment donné. Puis là, tu t'es enfin départi de John Gibson après 20 millions d'années de rumeurs de transactions de son côté. Puis t'as LA qui est en avant de la curve, mais qui a des éléments pour te faire compte, mais ont-ils vraiment des éléments pour passer la première ronde? Parle-en Oilers. Écoute, les Avengers de 2021 du Canadien vont amener les Kings dépasser les Oilers. Ben Trott, il fait quoi ces jours-ci? Je me posais la même question pour John Merrill, puis qu'est-ce que faisait Eric Stahl à la retraite ces temps-ci? Ben Sherratt est pogné à Détroit dans une des millions de signatures du Heiser Plan qui a mal fini. Là. Jeff Petrie aussi. Pogné avec Justin Hall tranquille. Jeff Petrie qui se retrouve en Floride. Il s'en va gagner tout. Il s'en va être le nouveau projet de rédemption des Panthers. Et voilà. Dans 6 mois, tu vas dire, pourquoi Jeff Petrie c'est la première paire des Panthers quand ils ont avec Blad et Jones? Puis ça va marcher, même.
Pourquoi Jeff Petrie, il a genre 25 points à mi-saison? Ouais, bah, pourquoi Jeff Petrie va gagner le Norris? Pourquoi il va avoir des bottes au Norris, ce gars-là? Pourquoi Jeff Petrie allait se battre contre Zach Cashin quand il l'avait pas fait une couple d'années? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? C'est ça qui va arriver, là. Ah, vous l'aurez entendu ici en premier. Anyways, boys, il va nous rester un petit peu de basket à jaser parce qu'on avait également, là, suite au repêchage, encore une fois, ouverture de marché des joueurs autonomes, mais au basketball, c'est beaucoup plus tranquille, le marché des joueurs autonomes et tout ce qui en découle. Mais j'ai envie de me lancer là-dessus parce que c'est sûr qu'on a certaines signatures. Là, quand t'es grosse signature, c'est des joueurs comme Nickel Alexander Walker, des affaires dans le genre. T'es comme, Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la saison morte qu'a connue les Bucks de Milwaukee. Parce qu'on ne sait pas si Giannis Antetokounmpo veut rester. Fait qu'on se dit, ben parfait, on va s'assurer qu'il va rester. Brook Lopez s'en va. Fait qu'on va pallier cette tête-là en allant chercher un autre pivot. On va aller chercher Miles Turner, qui finalement, d'ailleurs, après 10 ans, un peu comme Jordan Gibson, OK? Miles Turner a fait 11 ans à Indiana. Puis la fois qu'il n'est pas dans les rumeurs quand ils ont atteint la finale, Chris, il s'en va. Donc, on le signe à ça. Mais là, les gars, ils me disent, ben, OK, mais Bucks, Chris, ils en ont de l'argent, style. Ben, parfait. On va libérer le contrat à Damian Lillard. On va le mettre au balotage, puis ça va libérer ça. Je peux vous dire, les gars, là, ben, selon ce que Chris Haynes a sorti, Giannis est en tabarnak. Ben, c'est sûr, man. C'est sûr. T'attendais quoi d'autre comme réaction? Il était en tabarnak. Tu sais plus quoi faire maintenant. Et là, tu te retrouves dans cette situation-là à Milwaukee où tu te dis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as ta vedette qui ne veut pas rester. Mais là, tu es pogné là, à signer, à payer un hostie de contrat sur 4 ans à Miles Turner. Puis, bon, là, tu vas te défaire un petit peu de l'argent de Damian Lillard, mais après ça, tu n'as plus rien. Nada. Ah non, c'est... À moins que tu échanges Giannis. Je veux dire, t'es-tu rendu à échanger Giannis? Si oui, où va Giannis? Warriors? Est-ce que j'entends la tour du CN appeler le 6 de Toronto? Non. Si Giannis bouge, d'accord. Les Raptors, là, juste... Non, parce que je suis tombé sur la formation des Raptors. Je sais pas comment une équipe peut dépenser autant d'argent pour avoir une formation aussi ordinaire. C'est vraiment impressionnant, les Raptors, là. Parce que t'as comme 6 gars qui font 30 millions, mais il n'y en a aucun qui est une vraie vedette. C'est vraiment, vraiment impressionnant comment les Raptors ont réussi à faire ça. Je comprends pas. Ils sont allés à l'école James Dolan et des mid-2010s Knicks. Ouais, je comprends pas. Comment tu peux avoir autant d'argent investi dans un groupe aussi Tu sais, oui, ok, cool, Scotty Barnes, là, mais tu payes du gros argent à Brandon Ingram, à Emmanuel Quickley, à R.J. Barrett, à le contrat de Jakob Poeltl est vraiment... Et Jakob Poeltl, c'est assez spectaculaire, ce contrat. Je comprends pas la vision des Raptors, man. J'ai l'impression que les Raptors, là, leur plan clair, là, c'est de viser le 7e seed, gagner le play-in, se dire qu'on a gagné quelque chose. That's it. Je vois pas le plan final des Raptors. Dude, ils vont viser la 10e place et gagner le play-in. Peut-être. Ben, juste pour dire qu'ils doivent en gagner un de plus. L'affaire, c'est qu'ils sont pas mauvais. Ils sont juste tellement... Puis ce qui est fou, c'est que l'Est va tellement être mauvais cette année avec Haliburton qui sera pas là, Jason Tatum qui sera pas là, Damien Lillard qui est parti. Peut-être Giannis qui est parti. L'Est va tellement être merdique. Fuck, man. Les Raptors ont peut-être une chance d'être dans le top 4, même avec un groupe aussi merdique. C'est... Je comprends pas. Je comprends vraiment pas le plan des Raptors. On va voir ce que ça va donner. Mais écoute, si Giannis part, je pense qu'il veut Golden State. Je pense que ça va être Je pense qu'il veut vraiment aller jouer avec Curry. Puis tu sais déjà que les Warriors, eux autres, ils en ont rien à balancer de dépenser de l'argent. Puis finalement, les Warriors, bref, on a décidé d'y aller sur un seul timeline. Finalement, on s'est dit que c'était la bonne affaire de se concentrer sur Stephen Curry. Et ça va être... Non, mais c'est le fun qu'on prenne la décision quand il est vraiment en fin de carrière puis il reste comme peut-être 2-3 ans. Tu sais, c'est le fun qu'on ait comme scrappé 5 années où est-ce qu'il est encore pas trop pire pour vraiment s'insister sur ce plan de merde-là d'y aller à 2 timelines. Puis c'est déjà un miracle qui a gagné un championnat là-dedans.
Ah oui, ça donne-tu une idée à quel point il était bon pour gagner le championnat-là? Puis Andrew Wiggins qui est incroyable aussi. Andrew Wiggins qui est... Quel run de Légende des Timberwolves. Ouais. Puis c'est légende des Timberwolves. Légende des Cavaliers de Cleveland aussi, d'ailleurs, Andrew Wiggins. Ben oui. Donc, Milwaukee, pour revenir à ça, c'est pas trop ce qui se passe. Mais alors que Milwaukee, ça va vers le bas, pop, les Croquettes, ça retourne vers le haut. Et ça, au grand plaisir de Félix, qui va voir un nouveau... Tu sais, t'as le Thunder Oklahoma City qui est devenu le père des Timberwolves. Là, t'es rendu le beau-père avec les Nuggets de Denver. La dernière fois que les Timberwolves jouent contre les Nuggets en série, ils ont battu. Je t'entends. Mais j'ai pas peur des Nuggets. Ceci étant dit, Denver qui réussit à faire quelque chose. Tu sais, c'est le fun d'avoir Nikola Jokic. On parle des Warriors de Golden State qui ont Stephen Curry. Tu sais, tu te dis, comme directeur général, qu'est-ce que c'est nice d'avoir Steph Curry? Tu peux faire n'importe quoi, puis somehow, ça pourrait marcher, whatever. Les Nuggets, c'est la même affaire. Il aurait pu juste s'asseoir et dire, hey, on a Nikola Jokic. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à de faire quelque chose? On a Jamal Murray. LOL. C'est juste pour dire de ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que le trifecta OKC, Denver et Minnesota, eh bien, ça ne va pas partir parce qu'on est allé chercher, c'est quoi, Cam Johnson? Ben oui, contre Michael Porter Jr. Gros trade. Probablement le meilleur trade. Hey, tellement. Puis là, j'adore parce que la NBA puis l'Internet, les gens vont comparer 2 extraits de balado où Michael Porter Jr. parle genre de relations sexuelles, puis comme, yeah, that's crazy. Puis là, t'inverses Cam Johnson qui va parler sur le balado de JJ Redick, mais je pense que c'était plus lui rendu là, l'animateur, bref, qui parle de sa tactique pour aller marquer un but, comment il va sentir la présence d'un joueur défensif. C'est juste le fait que tu as un joueur intelligent, ça apporte tellement, mais bon, pop. Mais c'est encore drôle parce qu'on va en parler genre il y a quelques minutes, puis là, ça vient de rentrer il y a à peu près quelques minutes. Parce qu'il n'y a pas juste Cam Johnson qui s'en vient du côté de Denver. On pensait aussi à aller chercher autre légende des Raptors de Toronto, Jonas Valanciunas, qui s'en viendrait aussi à Denver. Mais le gars était comme, sais-tu quoi? C'est bien beau que tu ailles me chercher, mais je vais aller jouer en Grèce. Bas les couilles, je vais aller jouer en Grèce. Et on apprend que finalement, Valanciunas va honorer son contrat et se rapporter aux Nuggets de Denver. Mais moi, ça me fait juste rire. Le gars, il est payé absolument des millions de dollars, se ramasse dans une équipe vraiment bonne, borderline vraiment contender. Puis le gars, il est genre, non, c'est quoi, je vais aller jouer en Grèce, bas les couilles. Mais est-ce que. Attends, Valanciunas, je sais que les Nuggets sont dit à Valanciunas qu'on s'attend à ce qu'il honore son contrat, mais Valanciunas a confirmé qu'il va l'honorer. Shams Charania a marqué il y a à peu près 2 heures. C'est vraiment récent. Fait que c'est normal que tu n'aies pas eu cette nouvelle-là. Ouais. Que Denver a informé Jonas Valanciunas qui s'attend à ce qu'il honore son contrat. Ok, c'est ça. C'est ça, mais Valanciunas n'a pas confirmé. J'ai peut-être mal formulé ce que je voulais dire, mais. C'est ça, ok, ouais. Mais Jonas Valanciunas qui est attendu à Denver. Ouais, ils veulent pas le laisser sortir de son contrat. Enfin, non, c'est logique. Mais still, le gars va aller jouer en Grèce pour whatever fucking reason. Tu sais, je comprends que Denver, c'est pas la meilleure diaspora lituanienne au monde, mais à un moment donné, je comprends que tu fais être proche de la maison, mais à moins que tu me dises que son club en Grèce va le payer genre 30 millions, pas de taxes, comme on voyait avec la KHL dans le hockey, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais, ça, c'est effectivement un autre game. Ça, mais en tout cas, je pense pas. Là, je pense que c'est juste que peut-être se rapprocher de la maison, ça l'intéressait. Oui, se rapprocher de la maison. Peut-être qu'il y avait aussi la fierté de ne pas vouloir être le backup non plus. Derrière Nikola Jokic, je vais assurément être un backup. Peut-être qu'il y avait de ça aussi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, petit feeling. Parlons-en à notre ami Liamut. D'ailleurs, aussi, là, autre raison très obscure, mais je suis sûr à 5% que c'est vrai. C'est comme quoi Jonas Valanciunas, pour la première fois de sa carrière, n'ira pas dans le tournoi du play-in, puis va pouvoir demeurer le leader des statistiques de points, rebonds dans ce. Non, mais ce qui est vrai d'ailleurs. Mais bon, Félix Forget, mis à part les Nuggets qui s'arment pour un autre championnat,
qu'est-ce que tu as pour nous? Les gars, tu sais, au repêchage de la NH, quand on avait le fameux bouton qu'on pressait pour une alerte échange, l'alerte transaction, je pèse le bouton alerte transaction, OK? Et là, restez avec moi parce qu'il y a du stock. Est-ce que t'es Christopher Letang ou t'es son gars? Je suis Gensdor, OK? Gensdor, je pèse sur le bouton, OK? OK. Il y a... On parle d'un échange... Tu sais, mettons dans la NH, là, quand on a un échange à 3 équipes, on capte. 3 équipes, c'est qui la troisième? La troisième équipe, 95% du temps, est juste là pour retenir une autre partie du salaire puis pour flipper le gars pour un choix de 4. Ici, là, échange de la NBA, les boys, restez avec moi. On a pas une, pas deux, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 7 équipes qui sont impliquées dans cette transaction-là. Et cette transaction-là, c'est l'échange Kevin Durant dont on parlait il y a, je crois, 2 semaines sur ce podcast-là. Cet échange-là est devenu un échange à 7 équipes. Okay? Donc, du côté de Houston, Kevin Durant et Clint Capella s'en vont à Houston. Ce bout-là, plutôt simple. C'est pas mal, ça avait déjà circulé. C'est la grosse base. C'est la grosse base. Du côté de Phoenix, pas trop de surprise aussi. Jalen Green, Dylan Brooks et quelques jeunes joueurs qu'on va chercher. Dont Malo. Et Malouak aussi qui... Oui, Kaman Malouak. Kaman Malouak qui est un gros nom dans cet échange-là. Les Nets de Brooklyn ramassent 2 choix de deuxième ronde. Fine. Les Warriors ramassent Alex Tui et Jemai Mashak. Désolé pour la prononciation. Les Hawks d'Atlanta ramassent un swap de choix de deuxième ronde avec David Roddy et du cash. Les Lakers ramassent Adou Thiero et les Timberwolves ramassent Roko Wiarski, 2 choix de deuxième ronde et du cash. Qu'est-ce qui vient de qui? Sérieusement? Je suis pas sûr que quelqu'un... On va vous laisser faire la recherche. On va vous laisser faire la recherche sur celle-là. Si vous ne connaissez pas la plupart des noms que j'ai nommés, c'est beaucoup parce que c'est des choix qui ont été faits au dernier repêchage. Dans la NBA, vous savez, on échange un peu les choix, les droits de négociation plus que les joueurs en tant que tels. C'est pour ça, mettons, que Luka Doncic a une casquette des Hawks quand il s'est fait repêcher, même si tout le monde sait qu'il s'en va à Dallas. C'est d'ailleurs profondément stupide. Je peux voir qu'on est encore là-dessus dans la NBA de s'entêter à regarder ce truc assez stupide-là. Mais bref, une transaction à 7 équipes, ce qui est un record dans la NBA, évidemment. C'est quelque chose. J'imagine même pas l'appel conférence qui a été organisé pour officialiser ça à la Ligue. Là, ils ont appelé la Ligue, ils ont fait alright, là, watch out. J'espère que tu as un petit calepin avec du papier parce qu'il y a de la job. Tu ne recéderas pas tout ça. Non, mais tu fais juste imaginer, mettons, cette transaction-là est en plein show du repêchage. Tu sais, on a une échange annoncé. Première ronde, c'est déjà assez long dans la Ligue nationale. Gary Bettman qui annonce un trade à 7 équipes. Là, t'es genre, me niaises-tu, là? Alright, restez avec moi, là. Suivez, prenez-vous un petit papier, tout le monde, ça va aller vite, OK? Telle équipe reçoit Telle équipe reçoit Telle équipe reçoit un choix de 4e ronde. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en chez vous, là. Comment? Il y a 4 équipes dans toi qui retient du salaire à quelque part for whatever reason. Oui. Puis d'ailleurs, c'est aussi, pourquoi je pense à ça, mais ça va être intéressant dans la nouvelle convention collective. Tu ne pourras pas avoir ces échanges-là purement pour retenir du salaire. Quand un joueur va être sur une masse salariale d'une équipe, il faut qu'il reste au moins 90 jours avant d'être échangé. Fait que c'est pour éviter qu'on ait ces retenues salariales-là. Mais c'est un petit mécanisme un peu stupide. Les revenus salariales n'ont pas été pensés pour ça. On essaie un peu de couper là-dedans, mais un échange de 7 équipes, c'est beaucoup. Puis il y a beaucoup d'équipes qui essaient de façon très mineure. 2 choix de deuxième ronde ou un choix de deuxième ronde, c'est extrêmement minime, là, ou juste du cash. Là. Mais un échange de 7 équipes, je m'imagine à quoi ça ressemblait l'appel. Sérieusement, je pense pas qu'ils ont pu faire ça par téléphone. Je pense qu'il a fallu qu'ils se rencontrent toute la gang ensemble. Je disais, OK, gars, là, moi, je veux tout écrire sur un petit papier. Écrivez tout ce que vous recevez, ce que vous donnez sur un petit papier. Mais arrangez ça beau, donnez-moi ça. Tu peux pas faire ça par téléphone. Il y a pas la connexion en plein milieu. Excel de cet échange-là devait être. Oh, mon Dieu. Et puis t'imagines-tu les négociations? Ça va être quelque chose, là. Attends un peu, je te rappelle, là, juste aller jaser à lui. OK, toi, tu me donnes quoi? OK, moi, je te donne le choix 2. Attends un peu, je vais aller appeler l'autre. OK, lui, il me donne le choix 2. Je te donne le choix 2. Ouais, tu me donnes quoi? Donne-moi du cash. All right, good. Hey, man, c'est ça. Ça a dû être la job négociée, tout ça. Surtout qu'on avait plusieurs morceaux de cet échange-là qui sont sortis depuis des semaines. Là. L'échange Kevin Durant, ça fait 2 semaines qu'on sait ça.
C'est quelque chose, ça. Je vais tellement avoir de la peine le jour où Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden vont tous prendre leur retraite. Parce que tu regardes, genre, tous les échanges qui ont été, c'est tout le temps du charabia comme ça. Ah ouais. Tu sais, c'est quoi? C'est James Harden, je pense, quand il est arrivé avec les Nets de Brooklyn, c'était un échange à 4 équipes de quoi de même? Ouais. Avec Ben Simmons, puis whatever fucking reason, c'était qui? Ouais. Non, c'était terrible. Ça, c'était de l'autre bord, en fait, quand il a fait Brooklyn, Philadelphie, mais oui, c'était une grosse transaction quand même. Mais bon. Anyway, croyez-vous à ça d'ailleurs, là, justement, qu'on passe à autre chose? Croyez-vous à ça? Vous mettez où sur le débat? Est-ce que CJ McCollum a ruiné la NBA ou est-ce qu'il l'a sauvé? Je déteste le fameux Second Apron. Je déteste ça. Alors, t'as-tu vu comment les Timberwolves dépensent sans compter? Au-delà de ça, as-tu vu comment c'était plate les joueurs autonomes, man? Nickeil Alexander-Walker était le gros nom qui a signé. J'adore Nickeil Alexander-Walker, mais man, il n'y a plus personne qui a d'argent à dépenser. C'est extrêmement plate, personne d'argent à dépenser. Ouais. Je veux dire, c'est... Mio, tu devrais poser cette question-là à Jennifer. Elle pourrait mieux te répondre que nous deux. C'est pas si Jim McCallum, à un moment donné, genre, qui avait posté de quoi sur Twitter, puis il y avait comme une Jennifer sur Twitter qui avait dit « Ah, puis t'as genre juste si Jim McCallum qui est genre « I'm trying, Jennifer! » Un peu, là. Oh oui. C'est-tu CJ McCallum? Je me mets avec ce joueur? Oui. Non, c'est CJ McCallum. Je viens de win a playoff game. C'était loin dans ma mémoire, mais oui. Win a playoff game. Puis c'était 2018, puis les Pélicans... les Blazers se sont fait sortir en 4 par les Pélicans. Puis après ça, par Drew Holiday et Anthony Davis. Essaie de gagner une game pour une fois. Pour une fois, tu as juste CJ McCallum qui retweet genre « I'm trying, Jennifer! » Donc, Félix Forget, pas fan de toi, pas? Parce que est-ce que CJ McCallum a sauvé ou ruiné la NBA? Moi, tant que ça engendre le plus de chaos possible, moi, j'embarque. Alors, il n'y a pas de chaos, c'est juste plate. Tu sais comment c'était plate? Non. C'est un chaos financier pour les directeurs généraux de la NBA, là. Ben, c'est pas un chaos, il se passe juste à rien. Il y a 3 équipes dans toute la ligue qui ont de l'espace en dessous de la masse. Ouais, mais justement, tu sais, si tu as 27 équipes qui n'ont plus d'argent, c'est chaotique en esti, là. Hey man, ça tue. La classe moyenne de la NBA, ça tue complètement. Je veux dire, si t'es pas un joueur vedette qui signe un Supermax ou un joueur de fin de bague, c'est un minimum. Oublie ça, man. Il n'y a plus d'argent qui reste, là. Tout le monde passe ça dans des Supermax, puis tout, dans des max. Puis, tu sais, chez Gilles Alexander va faire 70 millions par année sur son prochain contrat. Le second apron est à quoi? Il est à 2,50, je pense? Ouais. Tu sais, c'est pas comme au hockey où un joueur peut prendre. Ou ben, en fait, c'est à ça qui sert le Supermax, où que tu as un pourcentage de la masse salariale. En tout cas, c'est 25%, c'est immense. Ben oui. C'est 20 ou 25%. C'est immense comme montant. C'est fou, là. Ouais, mais tout ça, c'est à cause de Kevin Durant. Ouais. Ben oui. Voilà. Oui. Tout revient, comme Pop l'a dit, tout revient à Kevin Durant. Tout revient à Kevin Durant, James Harden ou Russell Westbrook. C'est les trois. Mais que ces trois-là prennent sa retraite, t'as peut-être genre 75% du drama de la NBA qui va partir. Puis sur le 25% restant, t'as comme 20 que c'est LeBron James. D'ailleurs, Chris Paul qui a dit que ça allait être probablement sa dernière saison s'il trouve preneur. Je suis pas prêt. Les gars, je sais que ça va arriver, mais on dirait que je suis pas prêt à voir Chris Paul quitter la NBA. Ça va pas arriver. prêt. Non plus. Ça va arriver. Anyway, est-ce qu'il peut être échangé genre à Cleveland pour la dernière moitié de saison puis qu'il fasse comme Raymond Bourg puis qu'il gagne un trophée avant de partir? Si vous voulez. Il va être partant. Ouais, c'est ce qui va arriver. Il veut l'être. Mais bon, comme Damian Lillard, ça va être sous les bonnes circonstances. Anyways, les gars, vous savez quelle heure? Ben oui. Le perron d'église. Comme à chaque semaine, on vous a une petite invitation sur les réseaux sociaux à venir jaser avec nous. Cette semaine, on vous a posé la question. On vous a dit, cette semaine-là, on te demande de noter sur une échelle de 1 à 10 le travail de Kent Hughes avec l'arrivée de Zachary Bolduc et Noah Dobson, entre autres. On va garder un petit peu de cette conversation-là pour tantôt, mais voici un petit peu ce qu'on a eu comme réponse. Les gens nous ont donné un 9.7. Quelqu'un nous a dit Hugh
work sur 10. On a eu un 9 sur 10. On a quelqu'un qui s'est dit plus critique. 8 sur 10. Pas déniché un centre numéro 2. On connaît un peu de quoi avait l'air le marché. Quitte à soit une solution temporaire. Puis c'est ça. Mais sinon, le plus drôle, bien sûr, sur Instagram, Producerly qui nous dit 129 parce que c'est 53 plus 76. Fort. Les numéros des deux Fort. devenus. Bars. Très fort. Très fort. Exactement. Écoute, je vais répondre à la question, moi aussi. Puis, je suis un peu d'accord avec l'aspect plus critique en tant que tel du 8 sur 10. Le Canadien a fait... L'échange de Dobson, j'adore. J'en ai parlé sur le show qu'on a fait, l'épisode spécial, Pop et moi. J'adore cette transaction-là. Zachary Bolduc pour Logan Mailloux. Je ne suis pas un gros fan de Logan Mailloux de base. Chez Zachary Bolduc, qui est un attaquant minimum top 9, possiblement top 6. Je jouais avec Robert Thomas en fin de saison. On a passé à Saint-Louis. 19 buts en tant que recrue. Pour moi, c'était... Les bons moves ont été faits. Aller chercher un défenseur numéro 1 puis aller chercher un attaquant possiblement top 6 avec un peu de chien, c'est des besoins qu'on avait. Mais il y avait quand même ce besoin-là d'un centre numéro 2 qu'on n'a pas réussi à combler. Et qu'on soit clair, c'est extrêmement difficile à trouver un centre numéro 2 dans la LNH en ce moment parce qu'il n'y en a pas. Je veux dire, toutes les équipes en cherchent un. Il y a peut-être 4 équipes dans la ligue qui aiment leur centre numéro 2 en ce moment et qui ne veulent pas s'améliorer à cette position-là. C'est extrêmement dur de trouver justement un centre qui peut aider à ce niveau-là. C'est pour ça que tout le monde espérait que les Islanders allaient être vendeurs quand Mathieu Darche est arrivé parce qu'on s'est dit, oh man, Matthew Barzal et Boervat, ça ferait 2 beaux petits morceaux à aller chercher. Finalement, les deux sont restés à Long Island, fait que ça va être assez difficile de les sortir de là. Pour moi, c'est des bonnes transactions, mais est-ce que je suis prêt à dire que le Canadien de 2024, de 2025-2026 est meilleur que le Canadien de 2024-2025? Pas nécessairement. Parce que oui, Christian Dvorak et Joel Armia, c'est des gars sur lesquels on leur a cassé beaucoup de sucre sur le dos. Mais c'est des gars qui jouaient un rôle extrêmement important dans cette équipe-là, des rôles défensifs extrêmement importants. On fait pas les séries sans ces gars-là l'hiver passé. Jamais. Puis, tu sais, veux pas, tu regardes en ce moment ton désavantage numérique. Dvorak et Armia, c'est 2 gars qui jouaient là, qui étaient des énormes morceaux de ça. Là, ton désavantage numérique l'an prochain, ça ressemble à Jake Evans. Au niveau des attaquants, là, Jake Evans, Josh Anderson et qui? Nick Suzuki qui? et quelqu'un. Veux-tu que Nick Suzuki joue du désavantage numérique tant que ça? Il joue déjà tellement en 5 contre 5, il joue déjà tellement en avantage numérique. Veux-tu vraiment donner ces missions-là à Nick Suzuki? Dans un monde idéal, non. Ben voilà, mais moi je pense que ce que l'équipe aimerait beaucoup, c'est d'avoir un Alex Newhook, essayer de faire un peu avec Alex Newhook ce qu'on a fait avec Josh Anderson en désavantage numérique. Josh Anderson, il y a 2 ans, personne n'aurait vu sur un désavantage numérique, mais là, Alex Newhook, il est devenu tellement une brute d'échec avant avec ça. Newhook n'a pas la charpente, n'a pas les qualités d'échec avant d'Anderson, mais si juste peut utiliser sa vitesse un peu à l'image d'un Paul Byron il y a quelques années, si on peut juste essayer de se rappeler. Si Alex Newhook peut juste essayer d'entrer un petit peu dans le moule de Paul Byron. Newhook ne sera jamais Paul Byron, plus talentueux offensivement, beaucoup moins responsable défensivement. C'est pas le même joueur, ok? Mais c'est 2 joueurs qui ont le même atout principal. Hostie qui sont vite. C'est hostie qui sont vite, les deux. Si tu peux être menaçant un peu sur le désavantage. Voilà. Si tu peux utiliser ta vitesse pour être menaçant des avantages numériques. Voilà, 100%. Puis, tu sais, si t'es le Canadien, pour Suzuki, en ce moment, je pense que tu n'as pas le choix de l'utiliser sur un désavantage numérique. T'aimerais mieux pas. T'aimerais mieux le garder dans le rôle du 5e attaquant comme il était dans le passé. Tu sais, le gars qui rentre quand les 4 autres sont brûlés puis que tu as besoin vraiment d'un gars qui vient donner un coup de main. Le problème avec ça, c'est qu'avec Dvorak qui est parti, tu n'as plus de centre gaucher en qui tu as vraiment confiance pour aller gagner une mise au jeu. Tu sais, Suzuki est droitier, Evans est droitier, c'est les 2 centres en qui tu as confiance. Dak est droitier, t'as pas confiance. Newhook est gaucher, t'as pas confiance. Il manque ce centre gaucher-là. Au-delà d'un 2e centre, il manque ce centre gaucher-là qui peut te gagner une mise au jeu quand t'en as vraiment besoin. Et est-ce je pense à Nico Sturm, est-ce que Nico Sturm aurait pu être un bon morceau? Peut-être. Est-ce que Joe Veleno pourrait être ça? Peut-être, mais encore là, c'est pas le même profil. Là. C'est un joueur beaucoup plus talentueux offensivement que défensivement. Ce besoin-là, veut pas, n'a pas été comblé. La perte de Dvorak va faire plus mal que les gens pensent aux Canadiens. C'est un joueur qui n'occupait pas un rôle sexy, mais qui était extrêmement efficace, au moins à ce niveau-là. Il avait pris un step offensivement en fin de saison l'an passé, mais juste
purement défensivement, là, cette valeur d'avoir un gaucher qui peut te gagner une mise au jeu en désavantage numérique, qui peut jouer en désavantage numérique, on n'a pas su répliquer ça. Armia, ça va, tu peux essayer de le remplacer. Ça ne sera pas facile, mais un gars comme Newhook peut remplacer Armia, mais tu n'as quand même pas ce morceau-là pour remplacer Dvorak. Mais en même temps, tu te dis Christian Dvorak a enfin eu de la valeur à peu près les 10 derniers pourcents de son passage à Montréal. Il était où les 80 à 90? C'était où avant? Ben, il faisait quand même de la job en désavantage numérique. Je veux dire, il y avait quand même cette valeur-là d'être un gaucher qui peut te gagner une mise au jeu. Il n'y en a pas à Montréal de ça. Depuis que Dano est parti, il n'y en avait pas. Ou du moins, c'est qu'on l'a vu dans un contexte aussi où le Canadien gagnait finalement, puis où ça s'est rendu en séries éliminatoires. C'était du hockey significatif. Mais je me dis en même temps, tu as un Ivan Demida qui va avoir un camp d'entraînement dans le corps à Montréal. Tu as un Patrick Laine qui va, si on touche du bois comme du monde, pourrait jouer plus longtemps qu'il l'a fait l'année passée. Tu as un Noah Dobson qui vient là, combler un besoin qui n'était pas le plus criant, mais quand même criant de ce côté-là. Ouais. À la droite de la défense. Tu as un Capo Kakkonen qu'on a parlé tantôt qui pourrait être une solution flexible au cas où que Jacob Daberge a besoin d'un peu plus d'attente. C'était pas assuré. Ça, c'est clair que c'est pas assuré que ça va arriver. Mais pour moi, le Canadien de Montréal a plus de chances de faire les séries qu'en fin de saison l'année passée. Je vais être d'accord avec toi parce que je pense qu'offensivement, cette équipe-là a quand même pris un step. C'est ça. Cette équipe-là a pris un step, définitivement. Je pense que c'est mentir de penser que cette équipe-là n'a pas pris un step. Juste Dobson va tellement améliorer cette brigade-là. Si l'année est en santé, deuxième année pro. C'est ça. Cette équipe-là va être meilleure cette année que l'an passé. L'an passé, par exemple, on a été vraiment chanceux de se qualifier en série. On est rentré par la porte dans l'arrière, on a été vraiment chanceux. Et les Rangers qui ont tout perdu. On est rentré 82e match parce que tout le monde s'est défendré. Il y a eu beaucoup de facteurs, on a été très chanceux. Puis la défense est vraiment meilleure cette année. Offensivement, on a un meilleur top 6. Mais ça reste encore Kirby Dach comme deuxième centre. Ça veut pas, ça reste Kirby Dach ton deuxième centre. Et tu n'as pas ce centre gaucher. L'an passé, le désavantage numérique a tellement été un gros morceau de des succès de cette équipe-là. On n'avait pas on n'a pas le remplaçant. Désavantage numérique dans la ligne. Evans et Armia ont été tellement bons tellement longtemps. Là, après, toutes les équipes sont comme il faut chez Evans et Armia ensemble, tu as une nouvelle vague de désavantage numérique qui arrive. C'était ça le plan de bien des équipes à ce moment-là. Puis ça n'a pas donné parce que le Canadien n'a pas été vendeur en bout de ligne, mais le Canadien est une équipe meilleure, mais n'est pas l'équipe aspirante que certains pensent qu'il est rendu avec l'arrivée de Noah Dobson. Non. Il y a encore un petit jeu. Il y a des petits morceaux. C'est des morceaux qui sont plus le fun à peaufiner. C'est beaucoup plus facile de trouver un centre de troisième trio qui peut te gagner un face-off que de trouver un Ivan Demidov. C'est beaucoup plus facile, sûr, mais il y a quand même encore des trous dans cette équipe-là. Et ça, mesdames et messieurs, ça c'est un Félix Forget qui disait que la vraie année pour que le Canadien prenne un step en avant était 2025-2026 et non 2024-2025. Voilà. Vous l'aurez entendu ici en premier. Vous connaissez un peu, là, c'était quoi la statistique, là? Une équipe qui termine genre 8e, termine après la 16e équipe qualifiée en série devient genre contender qui gagne l'Est l'année suivante. Là. Ouais, je vous attends sur Sainte-Catherine des Boys. Prenons la chaise de campagne. Anyways, allez gars, juste avant qu'on se quitte dans la petite affaire, on a notre segment Devine le joueur pour vous cette semaine. Puis bon, on va rester assez proche. Donc, qui a porté les couleurs des Remparts de Québec de 2021 à 2023, a été sur cette équipe qui a d'ailleurs remporté la Coupe Memorial. Ensuite, joué avec les Blues de Saint-Louis de 2023 à 2025, ou du moins été dans l'organisation de l'équipe. Et puis là, à partir de 2025, va être avec les Canadiens de Montréal. Félix Forget, de qui parle-t-on ici? Je me demande bien. On parle de celui qui a été acquis en retour de Logan Mailloux. On parle ici de Zachary Bolduc. Un fameux petit gars de chez nous, un proverbial petit gars de chez nous qui a connu une belle saison recrue avec 19 buts, 17 mentions d'assistance en 72 matchs. Un beau morceau qui a aidé les Blues à se qualifier pour les séries et qui, on l'espère, va peut-être être un morceau du top 6 du Canadien à long terme. Le genre de profil parfait pour jouer avec Ivan Demidov, et c'est Arpon Basu qui disait cette semaine à la radio que le Canadien, avec Zachary Bolduc, espérait que le chien de Bolduc, le niveau de compétition de Bolduc, allait déteindre un petit peu sur Demidov. C'est juste de lui donner ce petit edge-là, que Demidov regarde Bolduc, Bolduc est un gars qui travaille beaucoup, qui est un gars extrêmement compétitif. On espère que ça va servir de modèle à Ivan Demidov, et j'espère aussi. Je veux dire, je trouverais ça vraiment, vraiment cool, puis, tu sais, veux pas... Je suis pas un adepte de ça prend absolument des Québécois à tout prix à Montréal puis tout. Mais tu sais,
si tu es capable d'aller en chercher, c'est quand même cool. Puis veux pas, c'est quand même le fun quand il y a un bon Québécois en ville. Puis je pense que Zachary Bolduc a le potentiel de l'être. Attendons, on va se mettre une tonne de pression. Ne refaisons pas un Jonathan Drouin numéro 2, là, mais Zachary Bolduc arrive pas avec cette pression. Il arrive avec cette pression. La pression, entre guillemets, est un morceau important sur le top 9 qui va peut-être dépanner sur un top 6 éventuellement. Regardons ce qu'il a donné. Je suis extrêmement intéressé de voir ce qu'ils vont pouvoir ramener à Montréal. Et mon petit hot take, après ça, je te laisse conclure l'épisode, Mio. Je pense que Zachary Bolduc va jouer à l'aile de Kirby Dach. Et quand je dis à l'aile de Kirby Dach, les deux vont jouer au centre, vont prendre les mises au jeu de leur bon côté. Mais je pense que les deux vont être joués ensemble, un peu comme Sean Monahan le faisait à Montréal, quand il était avec Kirby Dach. Ça va être le fun, mais mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la triple menace. J'espère que vous avez passé un bon moment à jaser avec nous cette dernière heure et demie à discuter de tout ce qu'il y a là. Puis là, les gars, je pense que l'on s'en va vers des semaines où on va avoir... Ça va pas être un peu plus lent, les gars, là. Ça serait mentir de dire ça, mais... Tu sais, on est là, il n'y a rien qui se passe. On a un gros mois de juillet de baseball, ça va être plus tranquille après. Le mois d'août, c'est toujours plus tranquille. Mois d'août, t'as les camps d'entraînement qui recommencent tranquillement. Exactement. Ouais, tranquillement. Exactement. Puis on va avoir du football qui s'en vient. Hey, juste avant qu'on part, et n'oubliez pas, on a quand même aussi des épisodes spéciaux, là, entrevues, puis notre dernier qu'on a fait avec Alexis Goulet, là, je vous recommande encore d'aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Excellente discussion d'1 heure et des poussières avec lui. Donc, sur toutes nos plateformes, que ce soit Apple Podcast ou encore Spotify. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des super fans de Tigers de Guangdong. D'ici là, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace. Ciao, ciao.